Quand je sors Mauvaise Herbe, il y avait les gilets jaunes, le pays était C'était à bloqué. cette époque-là. Et quand je sors Brutus contre César, il y a le Covid. Ah, mais oui. Donc c'est pour votre bien à vous que j'ai arrêté de faire du cinéma. Alors, on est en milliers, rien qu'à l'européen, j'ai le record absolu de l'histoire de la salle. 1005 1007. Mais Je j'entends conseille pas, un truc qui a cartonné. Plein de gens me disent c'est super, je ne l'ai jamais lu. Le mardi, 7-8 réponses. Le mercredi, 7-8 réponses. En 3 jours, c'était bouclé. Tout le monde veut le faire. J'avais peur de ouf que tu me déglingues d'ailleurs. Bon, on arrive enfin du coup à recevoir Kairon dans le podcast. Ça fait un petit moment qu'on se parle, qu'on essaie de trouver une date, etc. C'était chaud. Et en plus, franchement, fun fact, c'est que on a retrouvé, là, il y a 2-3 jours, je t'ai envoyé une capte écran où j'ai retrouvé un message que je t'ai envoyé il y a 10 piges. Ouais. À l'époque, ça fait Moyen-Âge, genre sur Facebook, sur ta page fan, je sortais d'aller voir ton film, Nous trois ou rien. C'était le premier, ça que tu Ouais, faisais, c'est le premier, ouais. Et un message, je le posterai, un message très mignon, quand même, très gentil. Franchement, ça me touche. Parce Merci que beaucoup. le film nous avait fait beaucoup de bien. Et ça qu'après, en regardant la date, je me suis rappelé qu'en fait, c'était juste après, c'est le Bataclan et tout. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, tu te rappelles un peu comment c'était un peu un peu l'ambiance quand tu as sorti ce film à l'époque, du coup, il y a 10 ans? Bah écoute, je sais que les attentats, c'était que quelques jours après. Ça a aussi... ça avait aussi eu un impact sur les entrées. Le mec qui parle, forcément. le mec qui parle des entrées. Ouais, il y a eu quelques blessés, mais bon. Non, je me rappelle, ça avait eu un impact. Et puis surtout, il y avait une ambiance un peu chelou. Et ce qui fait... Il y a plein de gens qui étaient au cinéma pendant les attentats. Pour Nous trois ou rien. Je me rappelle que Bounaïmin aussi. Je me rappelle, il m'avait envoyé un message. Et il était il le dit même dans un de ses sketchs, il regardait, il était à Nous trois ou rien, et d'autres, plein de gens même que je connais, je sais pas pourquoi, il y a une concentration de gens que je connais qui ont été voir mon film à ce moment-là, et quand ils sont sortis, la vie était plus la même. C'est ça, parce que c'était le 13 novembre. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ça, le message que je t'envoie, genre c'est le 18 ou un truc comme ça, donc on est vraiment peu de temps après. Mais donc c'est ça que dans une ambiance bien délétère, quoi. Ouais, c'était compliqué. Et puis moi je me rappelle le soir des attentats, j'étais avec mon associé et Leila Bekti. On était chez lui tous les trois, on dînait et on apprend ce truc-là à la télé. Et mon associé, il s'effondre, il commence à pleurer. Pour le film, t'imagines bien. Non, pas du tout, non, c'est pas vraiment. Il était vraiment touché, il était triste de ouf. Et Leila, elle était comme ça, elle comprenait pas ce qui se passait. Et moi, je mesurais pas, je pense, ce qui était en train d'arriver. Donc moi, j'étais plutôt, putain, merde, j'espère qu'il n'y a pas trop de morts, j'espère que ça va... Et je me rappelle d'une phrase, ils ont dit un truc, et moi, je dis, mais pourquoi vous pensez que c'est forcément un attentat islamiste, ça peut être... Et ils m'ont regardé, genre, mais t'es con ou quoi? Et vraiment, j'étais dans un autre monde. Ouais. J'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Et après, quand j'ai vu... Et on était pas loin, on était dans le Marais, je crois, hein. Quelqu'un qui pisse là? Ah, pas loin d'ici, tu parles? Non, là, ici, là. Là, on est rue Montmartre. Non, l'eau qui coule, là, c'est quelqu'un qui est en train de pisser pendant l'interview. Ouais, on est complètement sur une chasse, ouais. En fait, comme du coup, grâce à toi, il y a du papier dans les toilettes, du coup, ils réutilisent. Oui, il faut dire aux gens, quand je suis arrivé, j'étais aux toilettes, il n'y avait pas de PQ, même si je fais jamais caca en dehors de chez moi, je fais partie de ces gens-là. Pareil. Et si je suis obligé, je suis en tension, je suis comme ça, je suis très précieux de mes mains et tout, je suis hypocondriaque. Mais il n'y avait pas non plus de sopalin pour se nettoyer les mains. Et les attentats, ok, c'est un sujet grave, mais celui-là, ce sujet... je propose d'ailleurs qu'on switch, parce que c'est vrai que le problème du papier cul chez c'est Podspace, une dinguerie de faire ça. C'est un gros problème. Et le gars, là, le responsable, je lui dis, mais frère, vous n'avez pas de PQ et tout? Il me dit, non, mais non. Il me dit, ah ouais, effectivement, ce matin, par contre, il y en avait et tout. Je me dis, qu'est-ce que je m'en bats les reins? Que du PQ quand toi, tu vas yesh à 10h. Le PQ, c'est un truc dont tu as toi besoin quand tu arrives. On s'en fout qu'il y en ait pour les autres. La preuve pendant le confinement. Tu as vu comment le PQ c'est parti vite? Et donc, du coup, les attentats. Pardon. Non, du coup, je te disais, ouais, et on était pas loin de là où c'est arrivé. Et j'ai vraiment capté le délire pendant les heures suivantes quand on pouvait pas rentrer chez nous. Ouais. Ni Leila ni moi ne pouvions. On était chez mon pote, mais ni Leila ni moi ne pouvions rentrer. Pas de Uber, pas de truc de voiture. Ah, tout était keblo, de toute façon. Il y a des mecs qui tirent à vue dans la rue, tu vois. Ouais. Donc, et là, j'ai capté, et là, j'ai ressenti un truc de waouh. Mais de toute façon, moi, je mets toujours du temps à capter les trucs. Au moment où ça arrive, j'arrive pas à me dire waouh, là, ça va être un truc de fou. Mon cerveau arrive toujours à tout dédramatiser, à tout minimiser, et tranquille. C'est une façon de pas stresser, tu vois.
Et c'est après où je me dis, où je commence à capter, je me dis, attends, là, il vient de se passer un vrai truc quand même, là. Là, il y a un avant et un après. Non, je suis d'accord avec toi. Et moi, je me rappelle que ça m'a. Bah, pareil, tu vois, franchement, j'ai pas souvent chialé pour des attentats ou mais là, ça m'avait vraiment touché. En plus, moi, je me rappelle, j'étais au Portugal, limite, je m'en voulais de pas être chez moi avec ma famille. En plus, moi, j'avais mon cousin qui était au Bataclan, heureusement, qui Ah faisait ouais, partie le des soir premiers. même Le soir même, il y a même des photos, on voit des photos de lui. Mais En non. fait, il avait eu du bol, c'est qu'il était collé à la scène et il était côté gauche. Donc, Il tu sais, était dans la salle. il est dans la salle et en fait, Waouh. comme lui et ses potes, ils font partie des premiers parce que c'est là. Il y a une seule porte qui s'est ouverte, c'est celle qui est au front à gauche. Et donc, du coup, nous, tout de suite, ça nous a bouleversés parce qu'on a appris le truc en se disant, mais il est où? Et en fait, on nous a dit, c'est bon, il est sorti. Et puis d'un coup, de se dire, ah ouais, putain, en fait, ça arrive pas qu'aux autres. C'était assez bouleversant. Attends, mais il était à côté de cette porte, il avait acheté des billets, il était assis. Non, il était debout. En fait, il était collé à la scène, quoi. Il C'est était un concert. devant. Ouais. Ça veut dire que ce soir-là, s'il n'était pas arrivé dans les premiers, s'il n'était pas Ou s'il fan. avait été chercher une bière, tu sais, en fait, c'est chercher la une bière, buvette qui était derrière. Non, mais frère, Et voilà. ça fait trembler, Ah, tu te ben, dis un truc comme ça. c'est maladif. Puis c'est un sujet, on n'en parle pas, quoi. Tu vois, Ouais, mais alors, est-ce qu'on peut reparler du PQ? Parce que quand même, je trouve que c'est vraiment un manque de savoir-vivre. Non, mais sinon, en fait, tout ça pour dire que du coup, moi, j'étais voir ton premier film Ouais. dans ce contexte-là. Donc, dans ce contexte, en plus, bah, du coup, c'est l'horreur. Du coup, tout le monde se divise. Tout le monde commence à raconter des conneries, à faire des raccourcis. Et les gens, en fait, au lieu de s'unir, ça se divise, machin et tout. Et ton film, et je te dis pas ça parce que t'es là, c'est que vraiment, c'était un bonheur total de ça, et on va en parler après. C'est que du coup, c'était les valeurs du film, c'était tout le contraire, quoi. C'était plutôt des valeurs de tolérance, de réunion, de résilience, Enfin, du coup, c'est l'histoire de tes parents. Ouais, mais c'est vrai que tu as raison. Le fait qu'il y ait ce contexte-là, ça a multiplié les... Encore quelqu'un en train de pisser. Ça a multiplié les... J'espère qu'il n'aura pas besoin de PQ. Parce que le pauvre, il ne sait pas où il a mis les pieds. Ça a multiplié les... En fait, ça a tout décuplé, en fait. Ouais. Là où, en temps normal, les gens vont voir un film pour se vider la tête, bah, si dehors ça va, bah, c'est cool. Mais si dehors c'est la merde, tu lâches prise et t'évacues. Et j'ai reçu vraiment des messages mais incroyables. C'est ça, moi, tu vois, en général, franchement, je n'envoie pas des messages aux réalisateurs, aux acteurs ou quoi. Ouais. Mais là, je me rappelle que c'était tellement cool que du coup, je t'avais écrit, tu m'avais répondu et tu m'avais même envoyé vers ton vrai profil pour que je te rentre en ami. Enfin, on part vraiment d'une autre époque du coup, de Facebook. Mais bref, moi, du coup... Mais dis pas que je suis accessible comme ça. J'aime que les gens me prennent pour un tarbat. Ouais. J'adore avoir cette image froide. Et après, il m'a plus répondu, il m'a insulté. C'est ça. Même qu'il a insulté ma sœur. Ouais. Ça, c'est moi. Gravir le Mont Blanc avec 15 entrepreneurs, c'est le projet fou dans lequel je me suis lancé. Mais comment réunir tout le monde facilement et gérer la logistique? C'est la question que je me suis posée et une chose est certaine. Ça n'a pas commencé au pied de la montagne, mais bien avant. 15 entrepreneurs, 15 parcours de vie, mais 15 destinations différentes. Pourtant réunis au même endroit en seulement quelques clics. C'est là que l'aventure a pris forme. Train, bus, taxi, tramway, chaque trajet nous rapprochait. D'un simple billet réservé depuis mon téléphone à un projet collectif qui nous dépassait. Parce que voyager, ce n'est pas juste se déplacer, c'est avant tout se connecter. Et ça commence dès la réservation. Merci encore à SNCF Connect d'avoir rendu ce projet possible. Bon, bref, des vraies saloperies, quoi. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, sans rentrer même dans les chiffres ou quoi, c'est quand là, tu as sorti ce premier film. Depuis, alors tu vois, j'ai pas travaillé le truc, je sais pas, t'en as sorti au moins 3, 4 autres. Non, juste 2 autres. J'ai fait 3 films. Mauvaise herbe, que j'ai vu. Mauvaise herbe, ouais. Et l'autre, c'est quoi? Et Brutus contre César. Ah. Il est que sur Amazon, celui-là. Ouais, j'ai moins aimé ça. T'as le droit. Mais Mauvaise herbe, j'avais adoré par contre. Merci beaucoup. Mais je comprends, il n'y a aucun souci. Et Nous trop rien, encore plus. Merci beaucoup. En fait, c'est de pire en pire. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que quand je fais Nous trop rien, il y a le Bataclan. Quand je sors Mauvaise herbe, il y avait les gilets jaunes. Le pays était bloqué. C'était à cette époque-là. Et quand je sors Brutus contre César, il y a le Covid. Ah, mais oui. Donc c'est pour votre bien à vous que j'ai arrêté de faire du cinéma. Pour éviter d'autres catastrophes naturelles et nucléaires. Mais donc du coup, c'est intéressant de voir, donc tu as fait 3 films en 10 ans et au milieu de ça, tu as fait des centaines et des centaines de dates. Moi, Des milliers. Hein? Des milliers. On est en milliers maintenant? On est en milliers, rien qu'à l'Européen. Là, on a croisé Guillaume Meurice dans le couloir. Là, il tourne son émission à l'Européen, on parlait de la salle. Rien qu'à l'Européen, j'ai le record absolu de l'histoire de la salle. 1005? 1007. 1007, au bordel. Rien qu'à l'Européen, 1007. Là, je suis à l'Apollo depuis quelques années. J'ai joué au République, j'ai joué au Théâtre de 10 heures, j'ai fait l'Alhambra, j'ai fait le Cirque d'hiver. Et juste à Paris, hein, tu vois. Donc, en tournée, on n'imagine même pas. Non, on parle en milliers, ouais. De toute façon, ça, on va Mais c'est ce que tu me disais aussi en off au début. Tu me parlais des grandes salles.
Ouais, je te disais, en fait, toi, ça, on dirait que c'est un choix artistique de faire que des petites. Bien sûr, quand je fais 1007 européens, l'européen a 340 places, c'est 340 000 personnes. Ouais. T'imagines bien que je pourrais faire, à la place de faire ça, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile de faire 10 Olympias. Ouais. Tu vois, mais ça ne m'intéresse pas. Bah, sachant que ceux qui sont encore jamais allés te voir en spectacle, wow, t'es pas française ma phrase, mais bon, c'est pas grave. On a tous capté, t'inquiète. Ouais, on a capté le truc. C'est qu'en fait, toi, c'est pas un spectacle écrit et par cœur, c'est que du full impro avec le public. Non, alors ça c'est pas vrai que c'est du full impro, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu reprends des blagues qui sont en stock. En fait, du coup, j'ai plusieurs spectacles, c'est ça plus. C'est que j'ai plusieurs spectacles. Et ils sont dans ma tête et j'ai des blocs. J'ai un bloc, je vais dire n'importe quoi, je vais dire toi, j'ai un bloc sur les bouteilles rouges, j'ai un bloc sur les plantes et j'ai un bloc sur les horloges. D'accord ? Tu dis c'est un bloc, c'est dans ta tête. C'est dans ma tête. C'est genre j'ai 3 minutes de blague sur les bouteilles rouges. T'as pas des notes sur ton iPhone où tu les ranges en classement, non, etc. Non, c'est dans ma tête. J'ai un bloc de 3 minutes sur les bouteilles rouges. Okay. Là, ça veut dire que là, si je veux faire semblant et je te dis, ah, ta bouteille rouge, je peux te faire 3 minutes de blagues qui vont marcher, ça va être efficace. Okay. J'ai un bloc sur les plantes vertes et j'ai un bloc sur les horloges, par exemple, d'accord ? On est sur scène. Enfin, je suis sur scène avec le public. Il y a une horloge qui se ramène. Alors non, mais on imagine parce que je voulais pas te donner des thématiques. Tu peux remplacer bouteille rouge par femme enceinte, plante verte par gynécologue chinois. Par exemple, si tu veux. Et ça, par qu'est-ce qu'il va y avoir dans le public ? Veste marron, par exemple. Ouais. Je dis vraiment n'importe quoi. Ouais. Et ensuite, donc j'ai plusieurs heures de ça. Et ensuite, une fois sur scène, avec ma nature, je vais improviser. Et les blocs vont venir à moi naturellement. Okay. Donc, si à un moment donné, il y a. Tu m'as dit quoi, gynécologue asiatique ? Gynécologue asiatique. S'il y a un gynécologue asiatique, moi, je sais que j'ai un sketch sur lui, sur le gynécologue asiatique. Donc, je lui pose 3 questions sur sa vie, je cherche des blagues, je fais quelques impros, je fais mon sketch de gynécologue asiatique qui marche bien. Ensuite, je refais quelques impros, j'intègre dans ces impros des blagues que j'ai fait avant, que j'ai trouvé en impro sur les bouteilles rouges et les horloges. Ouais. Et le temps passe comme ça. Et au bout d'un moment, ça fait 1 heure que je suis là, il faut que j'arrête en fait. Parce que ça pourrait durer 4 heures. Donc, moi, il y a beaucoup d'impro, d'interaction, mais il y a un socle. Que tu as déjà fait, que tu as gardé en mémoire. Que j'ai fait pendant des années. Ouais. Sans ce socle-là, mes impros ne servent à rien. Quelqu'un qui monte sur scène nu et qui fait des impros comme ça, sans socle, sans filet auquel s'accrocher, c'est un flop monumental. Ça n'existe pas. Bah ouais, et j'ai jamais voulu mentir sur ça en faisant croire aux gens, ouais, moi, je fais que des impros du début à la fin. J'arrête pas de dire non. Mes impros, c'est un bonus sur un socle que j'ai déjà. Mais comme j'ai beaucoup d'heures de spectacle, si vous venez me voir, un jour, vous allez voir ces 3 socles-là, mais le lendemain, il y aura ma blague, il y aura mon socle sur les bougies, sur les lumières et sur le manque de PQ. Et chaque soir, ça va changer. Et on est d'accord, toi, ce spectacle-là, c'est quoi, ça fait 10 piges que tu le fais ou non, c'est plus récent ? Ouais, ça fait depuis 2011. Ah oui, donc ça fait plus de 10 ans. Ouais. Moi, je suis venu te voir 3 fois. Ouais. Une fois à l'Européen, 2 fois au Féminin. Et en effet, j'ai vu 3 spectacles différents. Bah voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est une formule sans aucune prétention. Peut-être que je me trompe, mais je pense être le seul à faire ça. Et j'étais le seul déjà en 2011. Et parce qu'en fait, pour faire ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que mon premier spectacle, je ne l'ai pas capté. Et ensuite, j'en ai fait un deuxième. Le premier, il est dans ma tête. Le deuxième, il est dans ma tête. Le troisième, il est dans ma tête. Donc, je démarre ce concept avec 3 heures de spectacle. Ouais, ok. Donc, ça fait moins d'argent parce que quand tu vends tes spectacles aux diffuseurs, aux télés, etc., tu gagnes de l'argent. Ça fait aussi plus de choses à retenir. Et puis, un spectacle qui est vendu ou une captation, ça t'aide aussi à toucher beaucoup plus de gens pour le spectacle d'après. Ça veut dire que tu fais un premier spectacle, il marche comme ça, tu le vends, tu es là, d'accord ? Après la diffusion, en autorité, tu es là. Donc, ton deuxième spectacle, quand tu viens, tu commences là, en termes de remplissage. Et le troisième, tu es là. Alors que quand tu fais un spectacle et que personne ne l'a vu au final, il n'y a que ceux qui étaient dans la salle, tu es là. Le deuxième, tu es là. Le troisième, tu es là. Mais après, une fois que j'ai eu mes 3 spectacles et que j'ai mis en place cette méthodologie et que j'ai créé ce concept-là, du coup, tu fais ça direct. Ouais, ok, je comprends. Et c'est un choix de jouer dans des salles intimes parce que je veux qu'on puisse entendre le public. Je me nourris de ce que fait le public. C'est pour ça que tu aimes bien l'Européen. L'Européen, il est pas un peu en arc en arc de cercle, ouais. J'ai fait l'Européen, je l'ai beaucoup fait. Le cirque d'hiver aussi, j'adore le cirque d'hiver. Là, c'est 360 degrés. Okay. Et tu vois, par exemple, le cirque d'hiver, on m'a forcé à le faire. À la base, moi, je voulais rester dans des petites salles. Cirque d'hiver, c'est 1850 personnes. Et là, pour toi, ça devient trop gros, là. 1800, c'est énorme. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait et c'était des soirées incroyables. J'en ai fait 14 à la suite des cirques d'hiver. Putain, ouais. Tu vois, mais c'est ma mère qui m'a forcé. Elle m'a dit là, faut passer un cap. Je dis mais maman, je suis bien dans ma petite salle.
Parce que je bosse avec ma mère aussi, je ne sais pas, je bosse avec mes parents en production. Ouais, t'as tes deux parents qui Ouais. sont... On en Et- parlera après. On reviendra à Ouais, notre ouais. pro ou rien, comme ça on en reparlera. Bien sûr, mais ma mère m'a dit il faut que tu passes un cap. Et là, en fait, les gens pensent que t'es un petit, en fait. T'es pas. J'ai dit, comme ça, je suis un petit. Elle me dit oui, mais les gens, ils ont besoin de voir dans des grandes salles. Quand tu leur dis un tel, il fait telle salle, il fait l'Olympia ou Casino de Paris. Ils disent, ah ouais, ça doit être un bon humoriste alors. J'ai dit, mais moi, c'est un choix de faire mes petites salles. Ça me prend plus de temps, plus d'énergie, de jouer avec 400 personnes chaque soir, 400 personnes. Mais je le fais parce que j'aime ça. Et là, je suis à l'Apollo depuis 2 ans. Et pareil, j'adore la salle. C'est une salle de 300 places. Et tu fais quoi? C'est une représentation, c'est quoi? C'est par semaine, 2 par En semaine? ce moment, je suis 3 une par semaine. Une par semaine. Parfois, j'ai fait 3, parfois, je fais 2. Là, je suis à 1 par semaine. Parce que j'ai ma pièce de théâtre aussi qui arrive à l'Apollo Théâtre, qui s'appelle Alba et Sadaf. Ok. Attends, j'ai un fly qui sort de nulle part. Et si caméra, tu veux? Toi, tu peux même... je t'en supplie, lis le pitch. Et je veux vraiment m'investir sur cette pièce auquel je crois beaucoup. À la base, ça devait être un film dans l'énergie de nous trois ou rien. Ok. Donc, tu vas vraiment aimer. Et du coup, je l'ai adapté en pièce de théâtre. Et je veux Et tu m'investir. joues dedans ou c'est Non, je d'autres joue pas acteurs? dedans. Moi, j'ai écrit, je mets en scène et je produis. Ok. Et il y a des acteurs fantastiques. La musique, elle est incroyable. Les costumes sont top. Enfin, vraiment, c'est vraiment touchant. C'est vraiment l'énergie de nous trois ou rien. Et donc, je veux m'investir sur ce truc-là aussi et le porter. Donc, faut que j'aille voir. Faut que j'aille les voir souvent. Et puis, j'ai de la tournée en même temps. Donc là, je suis jusqu'à fin mars. Je suis une fois à l'Apollo, une fois par semaine, tous les samedis. Et par contre, les régions, ça, tu le fais après ou tu le fais aussi pendant? Non, je fais pendant. Là, par exemple, là, je te parle, la semaine dernière, j'étais à Uzès. Tu vois, Je sais pas où c'est. vers Montpellier ou Perpignan. Ok, on les embrasse. Voilà. Demain matin, je vais jouer à Saint-Grégoire, c'est vers Rennes. Ok. Le lendemain, donc samedi, je suis à Nantes. Je rentre ici, je suis à Paris dimanche. La semaine d'après, je crois que je suis à Paris. Après, je sais pas où. Tu vois, je regarde mes dates, moi, à chaque début de semaine. Donc là, je peux pas savoir pour la semaine d'après. Ouais. Mais non, je continue. En fait, moi, c'est un spectacle qui est éternel. Et donc, je le joue tout le temps. Oui, Voilà. parce qu'en fait, du coup, il change un peu tout le temps, même si du coup, c'est comme tu le dis, c'est des stocks de blagues. Il y a des blagues que tu as peut-être fait 2 fois, il y a des blagues que tu as fait 18 fois, parce Ah que ouais. t'as toujours le truc qui Mais il y a des blagues que j'ai fait revient. 1007 fois. Je suppose que le gynécologue chinois, lui, tu l'as peut-être fait une fois, tu vois, parce qu'il est pas tout le temps là, tu vois, ce mec-là. Ouais, il n'existe pas ce sketch, on est d'accord. Je hein. sais, c'est moi qui l'ai Ok, inventé, ouais. exactement. T'as des trucs que je fais tout le temps. Et il y a des trucs que j'ai plaisir à jouer aussi. Ouais. Et il y a des trucs. Et c'est pour ça qu'au début du spectacle, je demande qui est venu, qui m'a déjà vu et combien de fois. C'est exactement ce que j'allais te demander. Et de mémoire, beaucoup de gens lèvent la main. Donc en fait, ma question, c'est est-ce que du coup, en fait, t'as une communauté qui est fidèle et Ah, qui tu trouves vient qu'il y a toujours? beaucoup de gens qui lèvent la main? Bah, moi, la dernière fois que je suis venu te voir au Féminin, franchement, j'avais l'impression que la moitié de la, plus de la Non, moitié de la jamais, salle. jamais. Ah ouais Impossible. Non, peut-être de là où t'étais, comme t'as pas la vision, il y a les J'étais balcons au et tout. premier rang. Ah, t'es au premier rang? J'avais peur de ouf que tu me déglingues d'ailleurs. Non, C'était mon mais premier comme tu es au anniversaire de ma premier femme. rang, non. Il y a, par rapport à un spectacle traditionnel, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent, qui reviennent, c'est vrai. Mais ça fait jamais. Le max, c'est 10% de la salle. Ah putain, alors moi, tu vois, j'avais eu. Alors je sais pas, c'était une impression que j'avais. C'était peut-être parce que du coup, ceux qui étaient autour de moi, et bah peut-être que eux, c'est un peu ceux qui sont un peu fans. Et j'avais l'impression qu'il y avait eu beaucoup de monde qui étaient Ah levés, oui, quoi. t'étais au premier rang et tout. Ouais. Mais non, je te jure, et c'est pour ça que tout à l'heure que je te disais que je suis encore underground. On en Ouais. parlait avant l'émission. Je te disais avant le podcast, pardon, je te disais que je suis encore underground parce que justement, j'ai des fidèles qui viennent. Bon, elle parle comme un gourou. Ouais. J'ai des fidèles qui viennent me revoir et qui plusieurs fois même. On parle à 2 chiffres. Hein. Il y a des gens qui sont venus 10 fois, 12 fois, 20 fois. Tu vois. Ah, c'est ouf. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui me découvrent encore. Je suis pas super connu. C'est factuel. Et aujourd'hui, ils te découvrent beaucoup grâce au réseau. T'es à Insta et Bah. YouTube. Parce que tu fais pas d'autres com, en fait. On te voit pas trop. J'allais dire, on te voit pas trop sur les plateaux télé comme si je regardais la télé, mais j'ai l'impression que tu traînes pas trop là-bas. En fait, le souci, c'est que comme c'est le même concept de spectacle, la presse te reçoit rarement 2 fois pour la même chose. Ouais. Et une fois que j'ai fait la promo, ça y est, tu vois, ils vont pas me recevoir encore maintenant. Ils vont parler du même concept que je suis déjà venu défendre il y a 5 ans, il y a 9 ans. Tu vois, donc c'est compliqué de faire beaucoup de télé. Mais là, normalement, vous devriez me voir un peu plus avec Alba et Sadaf. On va commencer la promo bientôt, là. Ok. Donc, je vais faire pas mal de trucs. Mais effectivement, et puis quand je fais mes films, je fais beaucoup de promos. Ouais, c'est normal. Voilà. Mais pour le spectacle, non, il n'y a rien à promouvoir, en fait. J'ai la chaîne YouTube et les stories se suffisent. Ouais. Moi, du coup, alors, c'est complètement décousu, mais c'est la question que je voulais poser tout à l'heure et on est parti sur autre chose. Tu vois, je voulais revenir en fait limite sur nous trop ou rien, sur, Ouais. en fait sur la partie cinéma et après on reviendra Vas-y. du coup au spectacle et puis même à cette pièce de théâtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu tout le processus artistique et le processus de production et même après le business model, en fait, un peu tout ça. Ouais. Parce que comment, en fait, on a l'idée d'un film, comment du coup, c'est quoi toutes les étapes, sachant que toi, à chaque fois, tu es, je sais pas, réalisateur, acteur et même coproducteur, je suppose, non? Ouais.
Comédien aussi, faut dire. Ouais. J'ai pas entendu. Pardon, comédien. J'ai dit acteur. Ah, t'as dit acteur? Ouais. Bah alors auteur, alors t'as pas dit. Ah, j'ai pas dit auteur, Ouais, j'ai dit c'est ça. réalisateur. C'est différent. T'as dit acteur-réalisateur? Ouais. J'ai entendu auteur-réalisateur. Ok. Acteur, réalisateur, coproducteur, Et auteur. monteur, musiqueur. Non, monteur, il y a des vrais monteurs, mais t'es obligé de bien participer, tu vois, tu l'as en tête. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, par exemple, tu vois, typiquement un film comme Nous trop ou rien, qui est autobiographique, c'est l'histoire de tes parents. Ouais. À quel moment, en fait, t'as l'idée du film et en fait, comment ça se passe? Comment on crée une œuvre cinématographique? En fait, il y a vraiment. Parce qu'il y a 1000 étapes. Non, mais surtout 1000 parcours. Ouais. C'est jamais pareil pour les gens. Moi, j'ai eu une chance terrible, c'est que sur mon premier film, je suis vraiment un enfant gâté du cinéma. Je joue dans un film qui s'appelle Les Gamins. Ah, mais je me rappelle très bien. Ouais, Chabat et Boublil, voilà, écrit et réalisé par Max Boublil. et Anthony Marciano, le réalisateur. Ouais. Max, il a écrit, Super il a bon joué. film. Ouais. C'est Et en- rare les bonnes comédies françaises. Ouais, c'est très drôle. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance de faire ce film. Vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, j'ai 3 jours de tournage. Et quand j'arrive, premier jour de tournage, je sais pas, je suis en mode humoriste, donc je fais rire tout le monde. Je suis un clown, je suis là, je me fais remarquer. Et à côté, je fais des vannes. Souvent, les comédiens font ça pour se mettre à l'aise eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et sur le canapé, à côté de moi, il y a un mec, il est assis et une petite dette de jeune et tout. Et je fais des vannes, ouais. Je sais plus ce que je lui dis, des vannes de t'es jeune, quoi. Il rigole, on rigole et tout. Et j'apprends après quelques minutes que c'est le producteur du film. Ok. On dirait il a 13 ans, tu vois. Et on discute, brillant le mec, on devient pote. On devient très pote. On part en vacances. On reste pote, on reste en contact. On part en vacances quelques mois plus tard. On part l'été avec lui, avec Max et Anto, justement. On part en vacances tous ensemble. Et un jour, on est en vacances là-bas. Et je lui dis, putain, j'aimerais bien faire un film et tout, et truc. Et il me dit, bah écoute, le jour où tu as une idée, dis-moi, nan. Et j'écoute, moi, il y a une histoire que j'ai jamais développée. C'est l'histoire de mes parents et tout. Et je lui raconte les grandes bribes. Il me dit, vas-y, je te le signe. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire, je te le signe. Je sais pas que moi, c'est difficile de signer un film. Je sais pas que les gens, ils envoient au producteur, que normalement, ils font des synopsis avec des fichiers et qu'après, ils mettent des notes d'intention. Oui, j'allais dire la lettre d'intention et tout. De trucs, et qu'après, et qu'après, ils lisent et ils relisent et ils font des rendez-vous et après, ils disent, allez, peut-être qu'on va signer, on va voir. Moi, il me dit, je te le signe. Et je dis, attends, tranquille, j'ai rien écrit encore. On rentre à Paris et parallèlement à ça, il faut savoir un truc, c'est que les comédies américaines cartonnent partout dans le monde. Elles sont numéro 1 des comédies que les gens vont voir dans tous les pays, sauf en France. Ah bon? Ouais. Tu regardes la carte, il y a un trou noir au-dessus de la France. En France, ce qui marche le plus, c'est les comédies françaises, pas les comédies américaines. Je parle pas de blockbusters, d'Avengers et tout. Hein. Ouais. Je parle de comédies, des films faits pour des comédies en fait. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, à l'époque, si, dans les années 90, il y avait tous les trucs avec Jim Carrey, tout ça et tout. Oui. Je sais pas si c'est considéré comme comédie. Oui, ça, bien mais sûr. Oui. Ça fonctionnait, ça. Ça cartonnait. Ouais. Mais, C'est vrai que moi, maintenant, mais ça cartonne moins que des comédies françaises. Parce qu'à côté de ces films-là, tu avais Les Visiteurs, tu avais Les Trois Frères, tu avais La Troupe du Splendide, et ça drainait plus à chaque fois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois? C'est culte, hein, mais en France, on aime les comédies françaises. Tant mieux. Donc, il y a un truc que les producteurs de cinéma, un calcul qui est assez rapide, parce qu'en plus, c'est les films qui coûtent le moins cher à faire. Oui, parce que du coup, c'est pas des grosses productions. Ah ouais. Donc, les prods de cinéma vont souvent voir des humoristes en spectacle en leur disant, en faisant un calcul très simple, toi, t'écris, donc t'es humoriste, t'écris un peu forcément, au moins t'as des auteurs pour écrire. Ce que tu fais plaît au public, parce que t'as une salle qui est pleine. Combien de fois t'as joué? Ok, t'as fait 200 000 personnes avec ton spectacle. 200 000 personnes, ça veut dire que si toi, tu écris un film dans l'énergie de ton spectacle, pour tes fans, du coup, minimum, t'as fait 200 000 personnes, il y en a bien 150 000 qui vont venir. Avec 2-3 têtes d'affiche en plus qu'on va rajouter et de la promo, potentiellement, on peut arriver à 400 000 personnes, 500 000 personnes. Et c'est ça, une comédie française qui dépasse les 300 000, en général, ils sont contents. Ça dépend du budget. Ouais. Tu as des comédies françaises qui coûtent très cher. Parce que quand il y a des gros acteurs... Voilà. Par exemple, tu vois, je sais pas ce qui a pu coûter cher. Aladdin ou Aladdin, ça a coûté cher. Ouais. Tu vois? Mais une comédie qui se passe dans un appartement parisien avec... je pense pas que Five ait coûté très cher, par exemple. En plus, lui, il est connu pour être un producteur qui produit pas cher et donc du coup qui est ultra rentable. C'est qui le producteur? C'est le pote de Thomas Niel. Gélin. Non, c'est pas si, ça fait... Putain. Bah là, Toi, tu parles de Igor, toi? Ouais.
Non, Igor, il était réalisateur sur Five et auteur. Je sais pas s'il a produit. Ah, il coproduit pas, tu penses? C'est pas Hugo Géant, le producteur de Five? Non, mais moi, je pensais que c'était Igor. Igor Gottesman. Ouais, Igor Gottesman. Ah, Ouais. je sais que lui après, il a produit Family Maintenant, il Business, produit. Je suis pas sûr qu'il produit. Mais il produit. Je suis pas sûr qu'il produise. Je pense qu'il coproduit. Peut-être maintenant, il a sa il est boîte, même etc. acteur dedans et tout. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais quand il commence, je pense pas qu'il commence en tant que producteur. Ah, t'as raison, je sais pas. Je pense que Igor, c'est un artiste qui a réussi à s'imposer en tant qu'artiste, donc auteur, réalisateur, et que maintenant il a une légitimité pour dire bah maintenant je coproduis aussi, j'ai envie de faire mes trucs pour moi-même et tout. Oui. Et qu'aujourd'hui il a la légitimité, même s'il veut produire des trucs et pas être dedans, il peut le faire. Ouais. Mais je pense pas qu'il a pu commencer comme ça. Ouais, bah, à vérifier, mais t'as sûrement Tu raison. vois Ouais. Mais les producteurs dont je te parle, là on parle de gros producteurs qui font du volume et qui veulent faire des comédies françaises et qui vont voir bah, ceux qui font rire à la source. Donc, du coup, en fait, c'est ça. Lui, en fait, il fait vite fait le calcul dans sa tête. Alors, Comment non, il c'est pas s'appelle, lui, hein c'est pas ce producteur-là. Hein. J'ai plein de producteurs qui viennent me voir. Ah, en donc le mec, il te spectacle. dit, je te Non, je te signe, raconte du deux coup, anecdotes. Ah, pardon, vas-y. Là, il me dit je te signe, mais moi je dis mais j'ai rien à donner là, j'ai rien écrit, j'ai rien fait en fait. Ouais. Parallèlement à ça, il y a pas mal de prods qui viennent me voir quand je jouais, d'accord? Ils viennent me voir et ils me disent tous écris-nous un film, propose-nous une idée dans le style de ton spectacle. Et donc là, moi je réfléchis, je me dis mais dans le style de mon spectacle, il y a rien que j'ai envie de raconter. Par contre, j'ai ce truc de Nous trois ou rien dans la tête. Ok? J'écris Nous trois ou rien. Comment on écrit un film quand on sait pas Alors comment là on écrit un aussi, film je suis un enfant gâté et pareil, je n'en ai aucune idée. Tu sais que tous les gens qui me demandent j'ai envie d'écrire un film, j'aime bien la structure de ton scénario, etc. Comment je peux faire? Je leur dis achetez il y a un livre d'un mec qui s'appelle John Truby qui s'appelle L'anatomie d'un scénario. Ah. Je ne l'ai jamais lu. Ok, Je conseille un truc qui a cartonné. Plein de gens me disent c'est super. Je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas comment faire un scénario. Moi, comment j'ai fait? Bah, je l'ai écrit. Mais c'est un truc de. Genre, t'as écrit l'histoire ou directement t'écris les dialogues et tout? Comment on écrit un Moi, scénario en fait? alors, comment on écrit? Pas comme moi je fais. Je sais pas comment les autres y font. Ouais. Moi, j'ai écrit scène 1, jour 1. J'ai écrit sur Wordpad. Ah ouais. J'ai même pas Final Draft, le truc que tout le monde a là. J'écris sur Wordpad, je copie-colle à la main un truc, je mets les numéros des pages, je les mets. Mais vraiment, je ne sais pas comment les autres font. Moi, dans ma tête, c'est clair. Je commence, il me faut que j'ai le début, il faut que j'ai la fin, c'est tout. Une fois que j'ai le début et la fin, j'y vais. Et donc, j'ai écrit le film. Et ce que je fais aussi, c'est que quand je suis happé par un projet, je suis vraiment happé. Quand je suis en phase d'écriture de scénario, je peux écrire 16 heures par jour. Ah ouais. Ouais, et je fais rien d'autre. Je ne parle à personne. J'écris et mes films, Nous trois ou rien, Mauvaise herbe et Brutus, les 3 films, j'ai mis entre 2 et 3 mois pour les écrire. Et je me rends pas compte, c'est court. C'est-à-dire que t'as été vite. C'est un claquement de doigts. Parce qu'en général, les gens ils mettent quoi, 1 an ou 2 ou même plusieurs années Mais pour ça écrire. peut aller de 1 an minimum à. Tu peux Ouais. mettre 10 ans pour faire des différentes versions et tout. Ouais, ok. Non, sur ça, moi, je suis un enfant gâté, vraiment, c'est abusé. Donc, j'écris. Donc, voilà. Donc, quand mon ancien prod me dit ce thème m'intéresse, je le mets dans un coin de ma tête. Mais je suis en vacances, en train de bronzer, je vais pas aller écrire un film. J'ai jamais écrit de film de ma vie. Je me dis juste, tiens, c'est pas mal, l'idée elle est intéressante, ok. Quand les producteurs viennent et me disent, écris-nous un truc, je me dis, ah là, ça commence à prendre forme. Ouais. Je parle avec mon agent de l'époque et je lui dis, là, on vient de vacances, on est en septembre. Et quelle année là, à ce moment-là? Oh putain, il sort en 2015, ça doit être 2013 ou 14, je sais plus. Attends, on a mis 1 an pour le... Peut-être 2 ans avant, là, si t'as même pas encore tourné et tout. Attends, ça va se faire naturellement. Quand on va faire le calcul, tu Vas-y. vas capter. Ça va revenir. On est en septembre, j'appelle mon agent et je lui dis, moi, j'ai le mois de juillet-août de libre pour tourner un film. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'ai fini de l'écrire quand pour qu'on puisse le faire. Il me dit, non, mais attends, mon ami, ça se passe pas comme ça, en fait. Il faut des années pour écrire le scénario, après, il faut le valider. Nanana. Et moi, même quand je ne sais pas quelque chose, je sais que j'ai la méthodologie pour y arriver. Tu me mets dans un domaine que je ne connais absolument pas, je ne connais rien à ce domaine-là, je ne vais pas réussir à tout comprendre, à tout capter. Mais j'ai la méthode pour réussir à tout comprendre et tout capter. Et après, je calcule et je me dis, il faut tant de temps. Donc là, je ne me suis pas dit, je vais commencer à écrire, on va voir jusqu'où ça va. Je me suis mis une échéance. Je sais que j'écris vite, je sais que les idées prennent vite forme dans ma tête et que je vois très vite à long terme en me disant, là, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Et j'ai l'habitude du public. Ouais. Donc je lui dis, il faut que j'ai fini quand? Il me dit, il faut que tu aies fini pour le 31 décembre. Mais c'est pas une façon de réfléchir, on fait pas comme ça. On écrit un film, on rencontre des... D'abord, ce qu'on va faire, c'est que le film, il faut le faire financer. Donc tu vas écrire un synopsis du film
Tu vas écrire les personnages principaux, une lettre d'intention. On va aller voir les différents producteurs et on va leur dire on va te payer pour écrire. Je dis oui, mais le temps que j'écrive ça, que je leur donne, qu'ils lisent, qu'ils me reviennent vers moi, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois et j'aurais déjà avancé plus vite qu'eux. Il dit bah oui, mais c'est comme ça. Et je dis ouais, mais non, moi je peux pas comme ça. Ça rentre pas dans ma tête ce que tu me dis. Il faut que je les finisse quand? Il me dit avant le 31 décembre. Comme ça, on le fait financer en janvier, dans le meilleur des mondes. S'il est financé en janvier, février, allez, on se donne janvier, février, mars, 3 mois pour que tout le monde le lise, tous les retours y viennent et qu'on voit si quelqu'un le veut déjà. Et ensuite, la préparation du film, parce qu'il faut tout préparer. Il faut trouver l'équipe technique, il faut trouver les comédiens, il faut repérer les lieux, il faut préparer les costumes, les décors, il faut tout mettre en place, il faut faire les répètes, etc. Avril, mai, juin, 3 mois. On tourne juillet, août. Montage septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et il sera prêt, allez, avant 1er mars et tout. Et voilà, il me donne un planning comme ça. Je dis OK et je raccroche. Et là, du coup, on est d'accord, là, il vient de te donner un rétro-planning qui dure 2 ans, en fait. Ouais. Quasiment. Ouais. Ça doit être fou de se mettre dans une action de travail. Tu te dis, bah, il faut vraiment que ça soit un truc que j'ai envie de faire parce que du coup, ça va me prendre 2 piges. Quoi, tu vois. Exactement. C'est pour ça que moi, je ne peux pas faire de film banane. Ouais. Tu vois, je ne peux pas faire un film qui ne me parle pas, qui ne me prend pas aux tripes. Donc, il me dit ça et je pars en écriture. Et je crois que c'est le 31 décembre, la date butoir. Vraiment, en 3 mois, j'envoie le script à mon agent et j'envoie le script à celui qui est devenu du coup mon associé, l'ancien producteur, le producteur que j'en parlais au début dans la piscine. Qui est devenu ton poteau. Qui est devenu mon super pote. Ouais. Il reçoit le scénario. Il me dit j'adore. Il l'envoie début janvier. Gaumont, Mars Distribution, Pathé, Canal+, TF1, M6, France Télé, Warner Bros, Universal. Il envoie tout le marché. Juste que je comprenne un peu le business model du Alors, cinéma là-dessus. En fait, c'est très simple. Il faut, en gros, il y a un distributeur. C'était à l'époque où il n'y avait pas de plateforme. Hein. Oui. Il y a un distributeur qui va prendre ton film et qui ensuite s'occupe de le mettre dans tous les cinémas en France et de gérer les copies. Par exemple, un Universal, un par Pathé, exemple, voilà. Il y a une chaîne hertzienne, France Télé, TF1. C'est pour ça qu'on M6, voit toujours coproduit. C'est ça. Canal. C'est ça. Et une chaîne privée ouais. qui peut être Canal ou Orange ou OCS, voilà. Donc il envoie à tout le monde en même temps pour palper. Il envoie ça un vendredi soir début janvier, d'accord? Le lundi, on a 7-8 réponses. Le mardi, 7-8 réponses. Le mercredi, 7-8 réponses. En 3 jours, c'était bouclé. Tout le monde veut le faire. Putain, génial. 3 jours. Pourtant, en plus, t'es pas une immense resta en plus à l'époque. Je suis même pas une Russ. T'es le mec dans la tête de Kian dans Bref, quoi. Ouais. Mais le scénario, il est vraiment fort. Le film, il est fort. Bah, de ouf. Et puis, entre-temps, moi, j'ai rencontré Leila Bekti. Ah, donc déjà, elle était dans le projet aussi. Leila était dans le projet. Et là, c'est incroyable parce que Leila, elle est dans le projet au début. Je fais un concours d'éloquence. Je suis juré dans un concours d'éloquence à la fac de Paris 8. Ok. Et Eloquentia. Et elle est aussi jurée. Ok, trop cool. Donc, on rigole, on discute vite fait. Et je lui dis, vas-y Leila, je t'invite à mon spectacle et tout. Elle vient à mon spectacle quelques jours plus tard. Et je lui dis, viens, on se voit demain, faut que je te parle d'un projet. On va boire un verre. Et je viens avec la première page de Nous trois ou rien. Juste la première page. Et j'avais pas fait plus, en fait. Mais même ça n'existe pas. Personne ne fait perdre du temps à Leila Bekti pour lui faire lire une page. Parce que Leila Bekti, pour le coup, elle est déjà au top à ce moment-là. Ah oui. Elle vient d'avoir un César. Non, mais elle l'a déjà eu depuis longtemps, mais elle est au top. Mais Leila Bekti, elle vient par gentillesse. Ouais. Parce que je suis sympa et peut-être un peu marrant et qu'elle m'aime bien vite fait. Mais même elle va te dire, elle attendait rien de ce rendez-vous, en fait. Donc elle vient et je lui dis, voilà, écoute, je suis en train d'écrire un film là. Je suis en train de l'écrire. L'histoire, c'est ça va aller là. J'aimerais que tu joues ma mère. Moi, je joue mon père. Elle me dit, mais c'est trop bien et tout. Et pour l'instant, j'ai écrit ça. Et donc, elle prend et elle lit. Et c'est vraiment le début du film. C'est bonjour, je m'appelle Truc. La voix off qui dit j'habite dans tel endroit en Iran. Première vanne, ma mère, elle disait ça. Mon oncle, il disait ça. Mon père, nanana. Et c'est vraiment, il y a une page. Et elle me dit la suite. Je dis, bah, j'ai pas encore écrit. Je dis, mais t'es fou. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu vas avoir pour 3 ans d'écriture là. Et je dis, non, dans 3 mois, c'est fini. Et donc, fin décembre, j'envoie Leila Bekti en même temps que les autres. Hein. Okay. Donc, elle est dans le projet, mais elle a dit qu'elle aimerait bien lire la suite.
Ah oui, elle avait pas dit oui. En fait, c'est-à-dire que là, Non. En fait, un peu dans la lettre d'intention au producteur, tu dis c'est sûrement Leila Il Bekti n'y a, qui est pas de lettre pressentie. d'in- y a pas de lettre d'intention. Ah, tu mets même pas, ouais, ok. Et je n'ai jamais fait de truc comme ça de ma Ok. vie et je ne veux pas en faire. T'as envoyé que le scénar. J'appelle le prod, je dis ça y est, c'est dans ta boîte. J'appelle mon agent, je dis c'est dans la boîte. J'appelle Leila, je dis c'est dans la boîte. C'est les 3 personnes à qui j'ai envoyé. Les 3 ont lu, les 3 ont adoré. Et donc ensuite, le prod m'a fait une proposition financière. Et là aussi, si tu veux parler business, Ouais, en fait, j'aimerais bien en fait on comprendre. va revenir à un truc intéressant. Comprendre en fait comment. En fait, tu sais, on voit toujours coproduit par un tel. En fait, moi, je voudrais comprendre en fait, Attends, je t'explique un truc. Ah bah vas-y, trop chaud. En fait, je te fais des digressions et je reviens après sur les trucs. Ouais, t'inquiète, vas-y. Tu te rappelles le moment où je t'ai dit je te le signe tout de suite? Ouais. Quand tu signes un projet tout de suite avec un producteur, quel que soit le domaine, tu lui donnes contre de l'argent, donc c'est normal, mais tu lui donnes la paternité aussi sur ton projet. D'accord? Ça veut dire que lui, il va te payer pour écrire. Ok? Mais du coup, si lui, après, il veut plus le film, s'il veut changer un truc, si c'est des conflits. Donc moi, ce que j'ai dit au prod quand il m'a dit je te le signe et tout, et qu'on en a parlé plus tard, je lui ai dit je préfère l'écrire de mon côté. Comme ça, quand je viens, je te donne le coût de ce scénario. Et tu peux pas me dire mais moi j'ai pris des risques. Je te paye moins, mais j'ai pris des risques. Ouais. Parce que moi, peut-être que personne ne va en vouloir de ce film. Donc moi, je te le donne gratuitement. Tu essaies de le vendre. Si tu arrives à le vendre si les distributeurs ils suivent, les chaînes hertziennes elles suivent, tu vas me rémunérer en conséquence. Comme un mec qui a bossé dans son coin et t'as donné 0 centime. Donc moi, je vais être bien payé en tant qu'auteur. Mes conditions, ce seront aussi que c'est moi qui réalise le film. Je dis, mais t'as jamais écrit de film, t'as jamais réalisé de film. Je dis, bah là, c'est ma condition. Et je vais être le premier rôle du film. Et je vais coproduire. Et donc, quand tu viens avec un scénario et que le mec n'a pris aucun risque financier et qu'en plus, il aime ton travail, que vous vous entendez bien et qu'il voit que le scénario, il plaît, bah, moi, je suis entré au cinéma par la grande porte. Ouais. Je suis arrivé premier film, coproducteur de ton film. Ça n'existe pas. Quand tu dis coproducteur, ça veut dire que tu mets des ronds toi-même Non. dans la. Mes ronds, je les ai mis en n'étant pas payé pour le scénario. Ok. C'est pas quand on voit producteur exécutif, c'est ça aussi? Non, alors exécutif, c'est encore autre chose. Il y a producteur délégué, producteur exécutif. À chaque fois, on comprend rien. Nous, Ouais, on fait mais ça, c'est pas grave qu'on Ouais. comprenne. En vrai, c'est pas important. Non, mais là, c'est vraiment plus par culture. Il y a le pour la producteur culture, quoi. délégué. Producteur délégué, c'est celui qui prend tout en charge sur ses épaules. Après, il y a les associés, producteur associé. Exécutif, ça rejoint un peu le délégué, ça dépend Ouais. tu vois. Bon, bref. Mais en gros, voilà. Et donc, moi, quand tu dis que je suis arrivé comme un enfant gâté, je suis arrivé vraiment auteur, réalisateur, comédien principal et coproducteur. Donc, j'ai la paternité de mon film. Aujourd'hui encore, j'ai des droits sur Nous trois ou rien que j'ai pas voulu vendre. Ça vaut pas grand-chose aujourd'hui, hein, mais je les ai pas vendus. Il m'appartiennent encore, tu vois. Parce qu'en général, les gens, du coup, qui font des films, en fait, après, ils ont plus la propriété intellectuelle de leur film. Bah non, Ouais. Bah, sauf si tu coproduis. Ouais. Mais en général, tu coproduis pas. En fait, il faut une raison de coproduire. Quand tu arrives en disant, moi, je vais être rémunéré pour l'écrire, ce qui est bien, c'est que quand le producteur, une fois, si le projet il meurt entre-temps, tu as Donc bossé, toi, au moins, t'as été payé. 3 ans, tu as été payé 3 ans. Si le projet, personne n'en veut, toi, tu as été payé. Moi, j'ai pris tous les risques. Mhm. Je l'ai écrit dans mon coin tout seul. Si je viens et que lui, il le donne à tout le monde et personne n'en veut, bah, moi, j'ai 0. Et là, on a de la chance, tout le monde l'a voulu. On a fait toutes les rencontres. Et on est parti avec une équipe qu'on a choisie. Et donc, on a fait notre rien comme ça. Et Mauvaise Herbe, ça s'est passé de la même manière. Et Sauf que comment on c'était 5 détermine jours. un budget d'un film? Combien Alors ça, de il y a un budget tu vas directeur de avoir prod. dedans Il y a un directeur de production dont c'est le métier, qui connaît tous les postes, qui sait combien coûte une journée de tournage, les caméras, chaque poste. Quand tu prends 50 figurants, ça coûte tant. Mais si c'est 50 figurants à cheval, ça coûte tant. 50 figurants avec leurs propres vêtements, ça coûte tant. Mais par contre, les costumes, ça coûte tant. Et après, il prend les informations aussi, chef costumier, la déco, tout le monde fait ses calculs. Et donc, lui, il prend le film et il te dit, ton film, il coûte 7 millions. Ok. Le producteur, il va voir tout le monde. Il essaie d'obtenir plus de 7 millions. Parce que vous avez forcément. Bah pour marger, Ouais. tu vois. Et puis pour être un peu sécure aussi. Et du coup, si le film coûte 7 millions à produire, que vous allez chercher auprès de producteurs 10 Non, millions. pas auprès de producteurs, auprès de les distributeurs et les chaînes hertziennes. Ok, donc Moi, je dis les financiers ou les distributeurs, partenaires. donc, tu par vois. exemple, Pathé et TF1. Par exemple. Eux, ils mettent 10 millions sur la table. Si tu arrives à les obtenir. Mais peut-être Donc, qu'ils vont qui dire. prend les 3 millions, du coup, qui sont en trop là? Alors ça, c'est dealé dès le début. En général, à l'époque, ça se partageait, ça restait pour la production. Ok. Mais maintenant, je crois qu'il y a une partie qui revient. Ils récupèrent un pourcentage, etc.
Mais c'est normal de vouloir marger. Et après, si donc le film sort au cinéma, Ouais. et par exemple, donc c'est un carton, et Ouais. j'ai une connerie, du coup, il va faire 20 millions de recettes. Ok. Ça m'est jamais arrivé, ça. Moi, j'ai jamais eu de carton au cinéma. Après, mais... Donc, bah, imagine, Ouais. ça fait 20 millions. Bah, c'est Alors que, jackpot. vous avez été récupéré 10 millions par par les distributeurs, pardon. Ouais. Qui prend les 10 millions là Lesquels? Les 10 millions de marge, en fait. En fait, tout est clair dès le début. Ouais. Une fois que tout le monde, une fois que les financiers se sont remboursés, chaque ticket, chaque euro est distribué de cette façon. Il y a tant qui vont pour l'État, tant qui vont au distrib, tant qui vont à l'exploitant du cinéma en question, Ouais. tant qui vont à la production. Parfois, il y a même des acteurs qui acceptent de jouer. Alors, je vais dire un truc. Souvent, c'est un peu un tabou, mais tu vois des acteurs très très connus qui jouent dans des films à tout petit budget. Et ils te vendent en promo, ouais, moi je suis venu, je l'ai fait pour le minimum syndical, le film, pas pour l'argent. Oui, mais en général, quand tu fais minimum Ils ont pris des syndical, parts du film. tu as pris des parts du film Et derrière. moi, je crois que c'était ça, C'est producteur une prise de exécutif. risque. C'est une prise de risque aussi. Ça, je en crois même que temps. c'était ça, producteur exécutif. Du coup, en fait, tu avais mis en fait, ta charge de travail, en fait, tu l'avais mis en apport. C'est un risque que tu prends. Ouais. Et c'est cool, moi je trouve ça bien aussi, parce Ouais. que ça permet de faire un film. Et puis ça permet, si ton nom ramène des gens et que le film cartonne, bah, tu as pris un risque, bah, tu es rémunéré, c'est bien. Ok. Tu vois. Donc plein de schémas sont possibles. Mais en gros, tout le monde a des parts d'un film. Enfin, des gens ont des parts d'un film. Et si le film cartonne, bah, c'est rémunéré. Ok. au Et toi, prorata, Nous Trop quoi. Rien, ça avait marché ou pas, commercialement parlant? Non. Bah, en plus, il y avait la période. J'ai un film qui a marché commercialement, c'est Brutus contre César. Mais là, qui était que sur Prime. Ouais, mais c'est mon seul film qui a généré de l'argent. Mais alors ça, pareil, moi, le business des plateformes, ça, pareil, j'ai toujours rien compris. En fait, toi, tu arrives avec un projet, tu as fait le tour des plateformes. sûrement. Alors non, mais encore une fois, c'est particulier, c'est qu'il devait sortir au cinéma ce film à la base. Ok. Mais je t'ai dit, Covid. Le Covid est arrivé, on devait sortir quelques mois après. Ouais. Donc c'était compliqué. Donc on s'est tous dit, est-ce qu'il vaut mieux le sortir au cinéma et faire un four monumental ou passer par une plateforme? Ça collait avec l'époque où Amazon cherchait... À grappiller sur Netflix, ouais. c'est pas ce que j'allais dire. Amazon cherchait à avoir il voulait des comédies avec des têtes d'affiche. Ouais, ok. Parce que le Covid, c'est bien pour Amazon. Les gens sont chez eux, ils peuvent consommer. Donc, eux, ils ont un budget à mettre sur ça. Et donc, les propriétaires, du coup, de ce film, de Brutus contre César, l'ont vendu. Donc, à l'époque, c'était Orange, OCS ou pas, je sais plus si c'est OCS. Orange, OCS, je sais plus. Et France Télévisions, France 2, ils l'ont vendu à Amazon, Ok. à Prime. Là, t'étais pas coproducteur, là Si, aussi? mais sur ça, j'ai pas... Non, en tant que prod, j'ai rien touché sur ce truc-là. Ok. Ouais. C'est une longue histoire. Ouais, bon, C'est après. une ouais. très longue histoire. Et en fait, c'est ça, en fait, ça a l'air un peu opaque, un peu tous les mécanismes Moi, je sais que- financiers du cinéma, Ouais. quoi. Je sais que Brutus a généré de l'argent, pas mal d'argent. Moi, je ne l'ai pas vu sur ce projet-là. Mais en tout cas, Nous Trois Oriens et Mauvaises Herbes sont des films à perte. Ok. Alors qu'ils ont plus au public, tu vois. Ouais, ouais. Mais ils sont à perte. Ils ont pas remboursé ce qu'ils ont généré. Alors qu'ils ont facilement doté dans Télérama, quoi. Ouais, les notes, elles sont super. Ouais. Sur Allociné et tout, tu regardes Sens Critique, on a des notes de fou. Mais ça n'a pas généré de l'argent. Ok. Ok. Donc c'est pour ça quand on dit c'est un succès, c'est pas un succès, c'est quoi un succès? On parle de quoi? Succès d'estime, critique, nombre d'entrées. Et encore, il y a un truc, c'est qu'en France, on compte, on est en nombre d'entrées. Mais c'est ridicule. Dans le reste du monde, ils sont en dollars. Ouais, ouais. Ils comptent, parce qu'une place, tu as payé plein pot 20 € pour rentrer, ça n'a pas la même valeur que le pass que tu payes au mois. C'est quoi 20 millions d'entrées? Tu vois, quand tu dis 20 millions Ouais. aux États-Unis, c'est simple. 170 millions de dollars, 87 millions de dollars. C'est vrai que nous, on dit pas ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. Tu vois? Donc, c'est quoi un succès? Tu sais, moi, mon film Brutus, il se fait régulièrement tailler. Et je comprends et ça me va et je capte le truc. Il y a 2 jours, et je te jure, c'est vrai, je reçois, et ça arrive souvent, hein, un message d'une femme qui me dit, moi, je regarde ton film, je l'ai vu 6-7 fois, on regarde en famille, on le regarde une fois tous les 2 mois avec mes enfants, on l'adore, l'humour, le truc et tout, nanana. Et j'ai pas vu tes autres films, mais je vais me pencher dessus. Tu vois, pour moi, c'est incroyable de lire un truc Ah, comme c'était ça. génial, ouais. Voilà, c'est pour te dire que chacun voit le truc à son niveau, en fait. Ouais, de ouf. Et quand on aime faire des choses différentes, il y a des gens qui viennent voir mon spectacle, je sais pas s'ils vont aimer Al Baï Sadaf.
il y a des gens qui viennent voir Alba et Sadaf et ils adorent la pièce de théâtre, ils ressortent en larmes. Je sais pas s'ils vont aimer mon spectacle. Et quand t'es artiste, t'es obligé de tenter des trucs différents parce que tu peux vite te faire chier en fait. Et moi, je veux pas être dans une case. Et pourquoi je te racontais ça? Il y avait une raison, c'était pas juste pour dire ça. Pourquoi je te parlais de... On parlait en fait au départ, on parlait du box-office, les Américains ils comptent en dollars, nous on compte en nombre d'entrées. Voilà, c'est ça. Et sur Brutus, je sais que le film, il a pété des records sur Amazon. Ok. Mais il n'y a pas de succès critique. La note sur Allociné, elle est catastrophique. Et je comprends et je respecte. Et c'est leur droit en plus, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est un succès ou pas? Ouais, je sais pas. C'est ça que je veux te dire. C'est quoi un succès? Ah, il faut un peu les deux, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que souvent en fait, par exemple Nous trois ou rien, du coup t'as un plus gros succès que Brutus, tu vois. Bah, financièrement, non. Oui, pardon, parce que moi je pense que c'est le succès d'estime et de qualité de l'œuvre en fait, tu vois. Alors oui. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que faut préciser en fait. Ouais, non, je vois ce que. Et après, tu as succès commercial. Tu sais que C'est cool aussi un succès commercial. Hein. Succès commercial, ça veut dire que les gens, sans dire que c'est l'œuvre de l'année, ils ont passé un bon moment, ils ont kiffé, ils l'ont recommandé. Donc t'as pas les des gens films, l'ont vu, sincèrement, t'as pas des films que, on va pas dire les titres, hein, mais t'as pas des films que toi t'as vu, t'as dit wow, bof. Et après, tu vois qu'ils font des entrées dans tous les sens et tu commences à te dire putain, bravo, bien. Hein. Non, justement, moi j'ai le seum quand c'est comme ça. Je dis putain, tout le monde a kiffé, moi j'ai pas capté quoi, tu vois. Toi, comme à l'époque, il y avait eu tu vois, un truc comme genre avec Interstellar, tu vois. Tout le monde kiffe. Non, mais là, tu parles de... Non, mais je te parle de gros trucs où des fois, moi je dis ouais, moi j'ai pas tant kiffé que ça, quoi, tu vois. Et du coup, des fois, je suis dégoûté, tu vois, quand je me sens différente de la. Non, mais de la Interstellar, tu sais qu'il va faire des millions. Moi, je te parle Ouais. d'un petit film français comme ça qui paie pas de mine. Tu dis ouais, bof, ok. Et puis après, tu vois que le truc il cartonne et tu te dis mais à la base, tu pars pour tailler. Et puis une fois que tu vois que le truc cartonne, même dans ta tête, tu switches et tu te dis putain, quand même, il a fait 2 millions d'entrées quand même. Putain, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est juste pour te dire que... Je vais plus assez au ciné, je pense. Ouais. En fait, mais moi, je vais plus tout. Ouais. Mais c'est que en fait, le fait de voir un succès commercial change le regard. C'est quoi? C'est l'équivalent. C'est l'équivalent de voir un mec pas ouf physiquement. Il passe tout seul, il est pas ouf. Et après, tu le vois avec un avion juste à côté qui lui tient le bras. Et là, tu dirais, il a du charme. Soit il a du charme, soit il a un truc. Mais en fait, voilà. Et dans ce métier, c'est comme ça. Tu sais que beaucoup de gens n'ont même pas de vrai avis sur les films. Nous trois ou rien, s'il fait 3 millions d'entrées, c'est le film du siècle. Même Brutus, on va pas aller plus loin. Brutus, s'il fait un carton, il sort au cinéma au lieu d'Amazon et il fait un carton, ce qu'il n'aurait absolument pas fait, hein, on va pas se mentir. Mais s'il sort au cinéma et il fait un carton, pour plein de gens, ça devient des références. Même pour ceux qui n'auraient pas forcément kiffé le film à la base. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'en fait, c'est tellement... J'aime la précision. C'est quoi un succès? On parle de succès critique, on parle de succès d'estime, on parle de succès commercial. Tu vois? Tout ça, ça joue en fait. Ouais. Non, mais je capte. Et du coup, par exemple, toi qui as fait 3 films en 10 ans, bon après... En 5 ans. Bah non, parce que Nous trois ou rien, c'était il y a 10 ans. De 2015. Ah oui, mais là, t'en as pas fait depuis 5 ans. Exactement. Ouais. Il y a eu un stop dans ma carrière au niveau cinématographique. Mais entre 2015 et 2018... Non, 2020, pardon. Entre 2015 et 2020, j'écris, je réalise, je joue et je coproduis 3 films. Ouais, donc c'est balèze quand même. En 5 ans. Donc c'est beaucoup quand même. Bah ouais, c'est beaucoup. Ouais. J'avais un rythme de fou là. Et en plus, tu continues les spectacles. Et je continue le spectacle à côté. Ouais. Même pendant les tournages, je jouais encore. Et pourquoi là, du coup, t'as mis en stop? C'est une longue histoire, mais les internautes, ils trouveront les explications eux-mêmes, ils trouveront. Ah putain, je suis même pas au courant. C'est pas grave, t'inquiète. T'as mis un suspense de ouf. C'est pas important. Ok. Du coup, j'ai envie de poser presque un peu la même question maintenant par rapport au spectacle. Aujourd'hui, donc, tu as le même spectacle depuis 2000. Le même concept. Le même concept. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est de le faire jusqu'à quand, ce truc? J'ai vu... J'ai vu ma mère. Faut pas dire ça. Vas-y. Quand j'étais humoriste au début et que ça marchait pas encore. Bon, tu fais tes spectacles depuis quelques mois maintenant, quelques années. Tu comptes continuer jusqu'à quand en fait? Ah putain, le souvenir. Je t'ai rappelé ta mère. Ah là là, le souvenir. En mode, bon, ça marche pas, tu vas revenir à la vraie vie un peu? Ah, moi, c'était pas dans ce sens. Je sais, mais je buvais en même temps, c'était trop marrant. Putain, excuse-moi. Bah, en fait, tu sais, je vais être très sincère.
Euh, je considère que une soirée où j'ai amusé le public, c'est pas le terme amusé, une soirée où j'ai éclaté le public, parce que ça suffit pas de les amuser, de les divertir, et où moi je me suis pas éclaté, c'est une soirée de perdu. Je monte jamais sur scène en me disant ça va être nul ce soir, allez on y va. Bon, Jamais. Forcément, ça doit arriver, non? Ça Même peut pas. arriver, mais moi je le sais pas. Et c'est jamais nul. Ça peut être nul au début. Quand je dis nul, c'est il peut ne pas avoir encore. On n'a pas réussi à se connecter, le public et moi. Ouais. Mais là où je suis pas dans un spectacle traditionnel, c'est que je vais les stopper très vite. Et je vais dire bon ok, là c'est quoi votre problème en fait? Là c'est pas que cette blague-là je l'ai fait dans 300 villes, ça a rigolé. Vous valez mieux que cette ville et cette ville? Qu'est-ce qu'il vous faut ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Et je vais analyser, je vais leur parler, je vais leur demander. Il y a eu un drame dans la ville? Il y a eu un truc de fou il y a quelques jours? Non? Vous avez été invité, mais vous vouliez pas venir, c'est ça? Qui a été invité? Par la mairie ou par truc? Ok? Ok. Les autres, toi, t'es venu, t'as acheté ton billet ou pas? Oui, tu l'as acheté quand? Hier, en mode je sais pas quoi faire demain ou il y a plusieurs mois? Plusieurs mois. Donc t'es content de me voir. Pourquoi? Souris, fais quelque chose. Et je vais les faire rire en faisant ça. Ok. Et je vais leur demander, ok, de quoi vous voulez qu'on parle? Parce que moi, mes sujets, apparemment, c'est pas assez marrant pour vous. Tu vois? Où est-ce qu'on va? Parce qu'il nous reste encore 60 minutes à être ensemble. Moi, je vais pas me faire chier, hein, je vous le dis. Hors de question que moi, je m'amuse pas. Hein. Parce qu'en plus, vous, derrière, vous rentrez chez vous. Moi, je vais manger au Formule 1 de trucs. Après, je vais dans tel hôtel. Je rentre chez moi que demain. Donc, j'ai encore une douzaine d'heures à passer dans votre ville. Donc, hors de question que vous me laissiez un souvenir relou. Et je leur parle, mais sincèrement. Et je leur dis, ok, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait? Nanana. Et j'arrive à les choper. Parce que ça, ok. c'est un don que j'ai. J'arrive à les choper. Et il a l'énergie, on repart. Et donc, on a eu 10 minutes moyenne, au cas où. Et le reste, ça monte en puissance. Et pourquoi je continue ce spectacle? Et je te dis quand j'arrêterai le jour où je ne serai plus surpris et où je prendrai plus de plaisir. Mais je vois pas comment ça peut arriver, à moins de devenir ringard. Ouais. Mais tant que j'ai cette connexion avec le public, je vois pas pourquoi arrêter en fait. Ah, mais carrément. Tu sais que je monte sur scène avec une hâte. C'est indescriptible. Toi, t'as commencé quand, ça, toi, le stand-up? Le stand-up, j'ai commencé au Jamel Comedy Club saison 2. Ah, mais putain, je me rappelais même pas que t'étais dans le Jamel Comedy Ouais, Club. j'étais. Et pourtant, c'est vraiment l'époque où je regardais. Moi, je regardais à fond les 3-4 Ouais, mais premières saisons. c'est pas surprenant. Tu te rappelles pas, j'étais pas bon à l'époque. C'est pas surprenant. Donc, t'as pas fait franchement. beaucoup de passages, peut-être Non, j'ai télé, 3 ou- passages, mais j'étais pas bon. Genre, t'es de la même génération, enfin, t'es de la même saison que qui, en fait? Que les NJ Jolt? Non, ils Non, sont la dans deuxième. premier, Eux, eux. c'est la première. Moi, je suis juste dans la deuxième. Il y avait Mais qui dans la deuxième? putain, je me rappelle même plus. Qui était pas dans la première? Ah, le chinois marrant, il était dans la Non. deuxième, non? Non, il est Non. après, lui? Il vient après Boone. Ok. Ouais. Il vient après. Attends, avec qui était dans la deuxième et pas dans la première? Non, mais tu vois, je me rappelais même pas que t'avais fait le Jamel Comedy Club. Mais c'est normal. Ouais. Franchement, j'étais C'est pas ça bon. que vous êtes pas mal du Jamel Comedy Club. Après, je vais dans Bref. Il y avait toi. Bah, c'est tous les humoristes qui tournaient en fait. Ouais. Mais en vrai, dans le premier épisode de Bref, non. Il y avait que moi. Ouais. Parce qu'en humoriste, dans le premier épisode, il y avait Kian, Baptiste et moi. Ils n'avaient pas fait le Comedy Club, les deux. Ouais. Non, il y avait. Comment il s'appelle celui, tu sais, qui est un peu gothique, qui a les longs Oh, cheveux? pardon. Tu vas prendre ta pilule. Ouais, je prends la pilule. Non, je dois mettre mon énigme, tu sais. Il faut que je mette Ah, l'indice. putain, On a tu 2 t'es secondes mis- ou pas? Ouais, vas-y. C'est vrai, je l'ai fait en live. Attends. Je l'ai fait en live. La caméra, elle filme pas ce que je fais là, c'est bon? Non, c'est bon. Attends, mais moi, j'ai même pas vu celle que t'as mise hier. Alors, attends. Hop. Attends, je vais montrer à la caméra quand même. Karen. Voilà. Je la mets. Ah oui, non, moi, j'ai celle avec les C là. Tu as trouvé celle-là? Là, je l'avais trouvée, mais tu vois, par exemple, celle-là avec les poils, hein, je l'ai pas trouvée, putain. Eh ben, prépare-toi. Attends, je montre. Je vais mettre l'indice. On voit pas? Faut que tu appuies dessus en fait, je pense. C'est vrai? Attends, je le mets tout de suite. Hop. Mais tu vois, celle d'hier, j'ai pas trouvé là avec les. Donc on voit en fait les trucs qu'on met là pour soulever des poids là, qui sont rouges. Il y en a il y en a deux qui sont de la même taille et un qui est un peu plus Bah, gros. check l'indice. Ah, t'avais mis un indice? J'ai mis là l'indice là. En fait, à 17h, je mets l'indice. Et à 19h, je mets la réponse. L'indice, on cherche des animaux.
Bon, bah écoute, j'irai voir plus tard. Bon, c'est en tout cas, allez voir. Tu vas continuer ou tu t'arrêtes à 100? Non, là, t'as déjà Non, dépassé je les 100, tu continue. continues. J'ai fait un sondage, les gens ils ont dit continue. Bah Tu ouais, veux la ouf. réponse? Là, Vas-y. ça sera diffusé, ça sera diffusé. Ouais, donc ce sera déjà. Donc vas-y, c'est quoi? Vas-y, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois des poids, mais en fait, c'est pas des poids, j'arrive pas à. Comment on appelle ça là? Des haltères? C'est des haltères, ouais. Non, ça c'est des poids que tu as. Ça, le nom c'est poids. Donc il y a. Ça c'est des poids. Ouais, donc il y a 3 poids, il y en a deux Ok. petits poids et un gros Ok. poids. Donc toi t'es parti sur la taille. Quoi d'autre? Il y a quoi comme élément à part la taille? Ils sont rouges. Ok. Poids rouge. Rouge poids. Non, dis-moi juste qu'ils sont de telle couleur, dis-moi. Bah, ils sont rouges. Oui, mais Poids rouge. qu'est-ce qui est rouge? Les poissons rouges. Ah, les poissons rouges. C'est bon. Ah, mais tu vois, des fois, putain, mon cerveau, il est obtus. Je suis keblo, j'arrive pas à passer à gauche ou à droite, quoi. C'est intéressant pour ça, Ouais. ces énigmes. Ça fait réfléchir différemment, je trouve. Ouais, non, mais bah, du coup, allez pas suivre Kairon pour les blagues et tout, mais allez au moins pour les énigmes, quoi. Non, je les aime bien, ces énigmes. Moi, je kiffe. Ça fait Et un on va dire, rendez-vous. comment t'as eu l'idée de ça? En fait, quoi, un jour, t'as fait une image sur ChatGPT, t'as fait le Non, truc, tu dis, sais que non, en fait, j'ai un groupe de potes et il y en a un qui a trouvé cette idée, qui kiffe nous faire rire et tout, nous divertir et trouve des jeux. Et il en a envoyé une. Il veut genre pas dans que je votre dise groupe son nom. WhatsApp. Ouais, groupe WhatsApp. Et il veut pas que je dise son nom, c'est pour ça que je le dis pas. Hein. Je m'approprie pas l'idée, c'est vraiment la sienne. Et il en a fait plusieurs. Et puis ils ont tous commencé dans le groupe à en faire. Moi, je suis vraiment celui qui est nul en technologie, en ordinateur et tout. C'est affolant. Donc moi, je pouvais pas en faire. Et je me suis dit à un moment donné, mais putain, mais c'est trop marrant ces trucs-là entre nous là. J'ai envie d'en faire profiter ma communauté. Donc j'ai commencé à les mettre sur les réseaux et je demande à mon CM de les faire. Donc moi, je trouve l'idée, je la décris à mon community manager et lui, la ChatGPT, il s'en sert. Moi, je n'ai jamais été sur Ah, c'est ChatGPT. pas toi qui l'as fait, ok. Non, mais je lui dis exactement comment faire. Pour celle-là, je lui ai dit, bah, tu prends des poids, tu les poses, tu les mets de couleur rouge avec un fond uni derrière. Voilà. Ok. Et il m'envoie, me dit c'est bon. Je dis, ah, celle-là, elle est pas bien. Ah, celle-là, on la garde. Ah, c'est bon. Voilà. Ok, non, mais en fait, c'est bien parce qu'en plus, tu as tout compris parce que ça anime ta communauté. Ouais. Comme ils répondent, ça crée de l'engagement. Exactement. Et ça, Instagram, du coup, aime bien. Donc, du coup, ils doivent beaucoup plus te pousser Ouais. dans les. Ouais. Ton engagement, il a dû complètement péter depuis que tu as lancé ça. Ouais, quoi. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que c'est beaucoup plus qu'avant. Ouais, beaucoup T'avais plus. ça et puis t'avais les sosies du foot aussi. Un J'ai peu, les non sosies du foot, j'ai les sosies tout court. Mais tu vois, j'ai pas mal de concepts sur mon Insta, mais tu me vois peu, moi, en vrai. J'ai mes chiens. C'est vrai que c'est marrant, tu mets très peu genre d'extraits de spectacle ou quoi. Ça, c'est plus sur YouTube en fait. Bah en non, il short y a et des tout. reels. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu me vois pas dans ma Mais tu vie. sais que moi, les reels, du coup, je les vois même plus, je vois que les énigmes, moi. En fait, il faut que tu appuies sur le. Ah oui, bah, tu les as en dessous, mais en fait, limite, du coup, j'y vais plus, quoi. En fait, je vois que les énigmes. Ah oui, ok, ouais, t'as encore quand même la classique, quoi. Kairon avec la Vierge Marie, je l'ai DM, etc. Ouais, ok. Je capte. Aujourd'hui, toi, c'est quoi le... Attends, on parlait de quoi avant que ça sonne, mon téléphone? J'avoue. On était déjà sur l'énigme ou pas? Ah bah non, ce que Non. t'as dit, je dis la pilule, t'as dit non, c'est l'énigme. Ouais. Putain, en plus, on me parlait d'un truc cool, je crois. Depuis quand tu fais ça, ma mère, je t'ai dit que je continuerai jusqu'à temps que ça me fasse plus rire. T'as donné l'exemple de comment ça se passe quand dans une ville, ça se passe mal. Tu les Ouais. reprends. Mais ça, attends, il y a eu plein de trucs après. Mais... Bah, en gros, je continuerai, pour répondre à ta question, je continuerai jusqu'à ce que le public vienne. Oui, t'as Le dit jour où jusqu'à ils ce que je sois viendront. plus surpris. Et après, je sais plus. Ouais. Ça, Ouais. c'est la raison pour que moi, j'arrête. Ouais. Mais il y a une autre raison qui fait que je puisse arrêter, c'est que le public me demande d'arrêter. Ouais, mais ça, en général... Bah, s'ils viennent plus, j'arrête. Ouais, mais... Ça arrive à tout le monde. T'as des salles, des fois, que t'as du mal à remplir ou pas? Ça m'est arrivé. J'ai eu l'année dernière 2 ou 3 fois où j'étais à moitié de salle. Ah ouais, ça craint un peu, ça, à moitié de salle. Ouais. Bah ouais, c'est dur, mais t'as la finale de truc de Ligue des Champions, t'as la Saint-Valentin à côté, t'as des soirs où t'as des alignements, où en plus le pouvoir d'achat des Français, il a vraiment diminué. Après, toi, c'est quoi? C'est moins de 40 balles, toi, les places, en général? C'est 40, 39. C'est la classique aujourd'hui hein, pour le... Bah ouais. C'est même pas cher. Ouais, je trouve pour un spectacle unique chaque soir, moi je trouve pas ça cher, tu vois. Mais les gens, ils ont moins d'argent et puis il y a plus de sources de divertissement qu'avant, entre la télé, les Tu trucs, m'étonnes. les Twitch, les Netflix, les canals, dans tous les sens, les autres sorties, les théâtres, les concerts. Ah Après ça, que, en fait, tu vois, demain, tu dis, je veux voir du Kairon. Tu peux ça que je pourrais aller sur YouTube et je peux te mettre 10 heures de vidéos si je veux. Aussi. Mais il y a ça, il y a toujours quand même ce kiff d'aller dans une salle, Ça a de rien à voir voir. l'humoriste. C'est toute chose. Tu te fais le resto avant, tu fais le machin. Ça a C'est- rien à voir. C'est une ambiance. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis vraiment, les trucs les plus cool, je les garde pour la salle. Bah oui. Il faut que les gens sachent que sur YouTube, je ne mets que les chutes.
Je mets vraiment les trucs que je pourrais pas réutiliser ou alors, voilà. Mais tout ce qui tue, je le garde pour la salle. Parce que ma phobie, c'est qu'on vienne, qu'on dise « Oh, j'avais déjà tout vu sur YouTube ». Quand quelqu'un dit ça dans la salle, ça me fait péter un câble. Il dit « Ouais, j'avais tout vu ». Je dis « T'as vu quoi? Cette blague, tu l'avais vue? Celle-là, tu l'as vue? » Non, mais j'ai vu quand tu poses la question sur l'origine. Oui, tu m'as vu demander qui a une origine particulière. Mais on s'en fout de la question, c'est la vanne qui compte. Ouais. Tu vois? Et du coup, attends, moi j'avais une question en fait que je voulais. J'ai rien préparé, mais j'avais une question que je voulais te poser. Et comme là, m'est revenu, il faut que je la pose. Est-ce que c'est toi, tu sais, le mec, Non. le truc des plagiats là où je sais pas Non, quoi? j'ai déjà répondu plusieurs fois. Non. Non, mais je sais que c'est pas toi, mais en fait, la question en fait c'était plutôt, en fait, comment ça se fait qu'on a cru que c'est toi? Si seulement j'avais la réponse à ça. Il y avait toi et Baptiste Caplin, Ouais. je crois, qui étaient un Si peu. seulement, je sais pas. Mais c'est Même fou que Baptiste, ça- il sait pas. Je sais pas. J'adorerais Mais avoir vous, dans cette le milieu, réponse. vous devez savoir qui c'est, non? Et comment tu qu'on sache? Je sais pas, ça pourrait être une sorte de légende urbaine que les gens connaissent, mais en fait que personne ne dit, je sais pas. Sur la tête de ma mère que je ne sais pas qui c'est. Ouais, Je peux pas aller plus loin que ça, tu vois. Pour que les gens y comprennent, c'est qu'en fait, Ça, il c'est y a le eu truc un mec qui ultime, avait ça. lancé une page, une chaîne YouTube. Ouais, copie comique. En fait, c'est ça, en fait, où il montrait que des gens comme, je sais plus, comme Gad Elmaleh, Jamel ou autres, ils reprenaient en fait des trucs américains. Et à un moment donné, en fait, il y a une énorme légende qui disait que c'était Watt, cette personne, quoi. Bah parce qu'en fait, il y a des gens du milieu qui ont déclaré publiquement que c'était moi. Ah, c'est ouf. Et ils ont dit on aura les preuves demain. Ils ont dit texto sur Twitter, vous aurez les preuves demain. Ok. C'était il y a 5 ans. On les attend, du coup. Bah, c'est ça que je te dis, c'est que j'adorerais te dire on pense que c'est moi parce que tel truc. Je n'en ai aucune idée. Ah, c'est ouf. J'en ai absolument aucune idée. Mais je défendrai toujours copie comique. Moi, je suis pas en mode c'est pas moi, s'il vous plaît, reprenez-moi dans le showbiz. Tu vois? Pas du tout. Ah, c'est ça le truc d'il y a 5 piges, du coup. Ça en fait partie. Ça en Ok. fait partie. Ah, tu t'es fait cancel, du coup, à cause de ça? Pas seulement à cause de ça, mais ça en fait partie. Ok. Mais je savais pas, tu vois. Mais du coup, moi, je défendrai toujours copie comique. Quand on m'a accusé, j'ai écrit un long texte dans lequel j'ai dit je ne suis pas copie comique, donc je ne peux pas prendre des louanges à sa place. Parce que c'est pas moi. Mais moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est salutaire. Il faudrait ça dans tous les milieux. Il faudrait un copie cinéma aussi. Le nombre de vols qu'il y a dans les films, c'est waouh, abusé. Et tous les voleurs te disent toujours c'est pas un vol, c'est un hommage. Ouais, la classique. Mais tu l'as pas cité, le gars. Ok, bon, bref, de toute façon, on referme ce truc, mais ça, j'avais lu ça en fait quelque part et j'avais vu ton démenti, mais en fait, je trouvais ça gaulerie en fait de savoir comment ça se fait qu'à un moment donné, ce truc t'es retrouvé sur Je te toi. jure, je te jure, j'adorerais avoir la réponse à ça. Putain, donc en fait, ça restera, ok, ça restera un mystère. Sauf si la personne qui a prétendu que c'était Baptiste et moi daigne répondre. Bah, je pense que c'est la même personne qui a créé Bitcoin, hein, mais Non, c'est qui c'est. ça, on sait qui c'est? Oui. Ah bon? Oui, mais c'est pas important. Encore une fois, c'est pas important. Ouais, mais ça, je crois que j'avais vu un documentaire là-dessus qui disait un petit peu qui c'était. Bon, bref, on divague. Moi, du coup, pareil, ce qui m'intéresse, c'est toujours en fait un peu la création des œuvres artistiques. Et ça, pareil, donc du coup, ça, c'est l'un des derniers projets Ouais. pièces de théâtre. Mais ça, du coup, pareil, ça sort de quoi? Ça sort de ta tête. Et comment, en fait, pareil, on crée, du coup, en fait, ce nouveau produit artistique, en fait. Bah ça, à la base, ça devait être. Tu peux lire le pitch. Je veux que les. Ouais, vas-y. Parce que personne va prendre le temps d'aller voir. Alors, Ça s'appelle. Je ne vois rien du tout. Alors, au Salvador, l'avortement est interdit et les femmes qui y recourent risquent des peines pouvant aller jusqu'à 50 ans de prison. Mais Alba tombe enceinte. En Iran, les femmes n'ont pas le droit d'assister aux matchs de football dans les stades afin de les préserver de l'ambiance masculine dangereuse pour leur pureté. Mais Sadaf a un rêve. Alba et Sadaf ne se connaissent pas et ne se connaîtront jamais. Pourtant, elles sont liées par quelque chose de bien plus fort. Je dis avec les actrices qui sont... Ne t'embête pas, on s'en fout. Ouais, Pas qu'on s'en fout, c'est que Mais on les la embrasse quand troupe a changé. C'est pas les bons. Il n'y a pas que les bons noms. ok. Ah si, tu peux dire l'énoncé si c'est la bonne troupe, pardon. C'est le bon fly, excuse-moi. Et du coup, les actrices sont Shirin Boussa, Sabrina Ould Hamouda, Leïla Dorian et Abderrazak Hammam, Exactement. Et la musique, c'est Cheyenne Karimi. qu'on embrasse aussi. Qu'on salue.
À la base, c'est un film que j'ai écrit. Ah, donc de base, ça devait être un film. Ouais, ça devait être un film dont personne n'a voulu. Pour différentes raisons. J'ai jamais eu la même raison. Mais je crois tellement en ce scénario, je crois tellement à cette histoire que je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même en fait. Je vais le financer moi-même. Tout sort de ta tête ou il y a de Tout l'inspiration sort de ma tête. C'est des histoires vraies qui Ah oui, t'ont non, c'est inspiré, des histoires vraies. Mais le scénario, je l'ai écrit. Mais tout sort de mes poches surtout. C'est mon argent personnel. Ok. Ce que je gagne avec mes spectacles, je l'investis sur Alba et Sadaf. Ok. Donc, et je suis pas producteur où je peux faire 10 projets par an. Et C'est-à-dire, je ça, pareil, m'investis. comment on produit une pièce de théâtre? C'est quoi? Déjà, on va louer une salle. On loue et, une salle, on achète des costumes, on paye fait les des acteurs, castings. On dit paye pas des- acteur, on dit comédien là, au théâtre. Oui, comédien, comédienne. On rémunère tout le monde évidemment. On trouve un compositeur. On prend des attachés de presse pour faire de la promotion. Et après, il faut promouvoir l'œuvre, faire en sorte que les gens aient envie d'y aller. Donc, on l'a testé au Théâtre des Mathurins l'année dernière, de janvier à avril. Ok. Ça a été un carton. Et là, c'est quoi quand tu dis on teste? C'est quoi? C'est que On a pris une petite salle. une pièce de théâtre, c'est comme un spectacle, ça se rôde. En fait, oui, mais tu peux faire de plein de façons différentes. Moi, j'ai choisi la sécurité. Comme je suis pas un producteur qui a énormément de fonds, Ouais. je peux pas me permettre de louer une salle du mardi au dimanche, de mettre de la promo, de prendre des espaces publicitaires et de me planter. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'y vais petit. Donc, on a commencé 2 fois par semaine, de janvier à avril, dans une petite salle, Théâtre des Mathurins. Et on a réussi et sans promo. J'ai fait aucune promotion. Juste sur le bouche à oreille, on a rempli. Et on a des réactions vraiment. Ça rappelle à tout le monde aux 3 ou rien. Et donc, on a vu que qu'on tenait un truc. Et donc, maintenant, on reconduit. On double la salle Donc là, t'es à l'Apollo maintenant. pour le théâtre. Donc, maintenant, on a une salle qui fait 2 fois plus de monde que la première fois. C'est combien l'Apollo? Là, c'est la salle, elle fait 180. Ah oui, donc ça devient bien. Ouais, elle fait 180 places. Et le challenge, ça va être de la remplir aussi. Et une fois si on réussit ce challenge-là, après, on double encore la salle. On va monter dans une 300. Parce que je me rends pas compte là, je connais pas du tout le monde du théâtre. Moi non plus, je connaissais Mais pas. Hein. c'est quoi? C'est pareil, c'est compliqué. Bah, tout est compliqué. Faire sortir des gens de chez eux, leur faire acheter des places et s'asseoir dans une salle pendant 1 heure, Ouais. c'est pas simple, tu vois. Mais je crois en cette histoire. Franchement, elles sont bouleversantes, les 2 histoires. Et les comédiennes sur scène et le comédien, ils sont super. Et les gens sortent en larmes, en rigolant en même temps. Et ils ont passé un vrai moment. Et franchement, je suis trop fier de ce projet. Et je veux moi qui fais jamais de promo ou très peu de promo, là, je vais tout faire parce que je veux que les gens viennent voir ce projet. J'en suis trop fier. Depuis le temps qu'on me dirait, quand est-ce que tu refais un film comme Nous 3 ou rien? Bah, c'est ça, voilà. Ok. Donc, venez le vivre en live, c'est encore mieux. Et c'est quand du coup? Mi-novembre. À partir de mi-novembre. Ok. Ouais, mi-novembre. Mi-novembre jusqu'à Noël ou même après? Je crois jusqu'à mars. Ah ouais, putain, ça dure hyper longtemps en fait. Ouais, donc tu vois, tu parles du coup, il faut louer la salle pendant ce temps-là. Mais si on remplit pas, bah moi j'ai loué la salle. Et puis quand tu loues la salle, tu bookes les comédiens aussi. Tu bookes les régisseurs. Ouais. Donc tu dois payer tout ça. Et puis si tu veux faire de la promo, il faut booker aussi des espaces publicitaires dès maintenant. Et puis attaché de presse, tu veux faire de la promo à droite à gauche aussi. Puis il y a des flyers à payer. Et puis il y a plein de frais qu'on voit même pas, tu vois, et les costumes. Et en gros, bah ça chiffre vite, hein. Et les chances d'avoir qu'un projet comme ça soit rentable, c'est compliqué. Je crois qu'il faut qu'on vende, je ne vais pas dire de conneries, c'est pas moi qui gère ce volet-là, mais je crois qu'à partir de 150 places par soir, on est rentable. Ah, mais ce qui est balèze quand même déjà. Ouais. Faut les vendre, hein, les 150 Ouais. billettos tous les jours, quoi. Ouais. À chaque. Ouais, c'est ça. Ok. Mais ce projet, franchement, il mérite. Ok, ouais, challenge de fou. Et ça, du coup, là, c'est sur ta boîte perso, ça? que Ouais, tu fais un truc là, comme ça je produis tout à 100%. Donc ta boîte perso où il y a tes parents, ça on en a parlé un petit peu au Exactement, début. mes parents. Ouais. Ça pareil, tu peux en dire 2 mots, comment c'est à... Ils avaient des métiers, ils avaient même des métiers... Ouais, ils avaient des métiers. Mon père il était à la retraite. Quand Ok, il a donc commencé il a à gérer- repris du galon pour... Ah, mais ma mère, elle est à la retraite, mais elle n'est pas à la retraite. Elle Ok. fait que bosser sur mon spectacle. Ta mère, c'est celle qui gère les chiffres, non? Ou c'est ton père, ça? Alors, mon père, il gère plus les chiffres et. En fait, je t'explique comment nous on fonctionne. C'est un cas d'école. Hein. Moi, j'ai mon compte en banque. Ma mère, elle a son compte. Mon père, il a son compte. Ou alors, ils ont un compte joint. Je ne sais même pas s'ils ont un compte joint. Peut-être qu'ils ont un compte joint, je ne sais pas. Et il y a le compte de ma société. Et mon père gère tous les comptes. Je ne sais pas combien j'ai sur mon compte.
Je ne sais pas combien. Tu sais que c'est un bon mindset quand on peut se permettre de pas Ah, mais savoir. c'est incroyable. Moi, pareil, là, tu me demandes combien il y a sur mon compte, je peux pas te dire, je regarde jamais. Mais moi, une fois, j'ai regardé il y a 1 an et quelques. C'est incroyable. J'ai regardé il y a 1 an et quelques parce que. Et je vois une somme à 6 chiffres. Ouais. Ça paye l'humour, hein. Je vois une somme à 6 chiffres. Et j'appelle mon père, je dis papa, il y a une erreur ou c'est quoi cette somme de fou? Il me dit ah non, mais t'inquiète pas, je l'ai mis là sur ton compte pour que ça transige. Ça transite sur ton compte, mais demain ça part. C'est parce qu'on doit payer un truc et tout, je sais pas quoi, faut rendre des trucs pour les impôts ou je sais pas quoi. Donc en gros, et le lendemain, il n'y avait plus rien. Tu vois? Et je m'inquiète pas parce que je sais que mon père il gère. Ouais, c'est trop bien ça. Moi, mon seul deal avec mes parents, c'est que si je veux acheter un truc, il faut que je puisse le faire. Voilà. Donc je ne sais pas combien je gagne. Et mon père gère tous les comptes. Si ma mère elle a besoin de plus d'argent, on va prendre de tous les comptes, on met sur son compte à elle. Si c'est mon père, mes parents ils se sont achetés une petite maison de vacances il y a quelques années. Bah, ce jour-là, moi, il n'y avait plus rien sur mon compte. On a tout vidé pour qu'eux, ils achètent leurs trucs. Si moi, j'ai besoin de faire un achat, quand j'ai fait, il y a je crois que c'est l'année dernière, j'ai fait un concept qui s'appelait storytelling. En J'ai pas fait, storytelling, ça aussi, c'est un truc que j'avais inventé. C'est des humoristes qui venaient habillés en costume, en personnage historique. Et c'est le personnage historique qui faisait un stand-up. Donc, c'est un plateau d'humour. Mais t'imagines, t'as Jésus, il vient, il fait un stand-up en tant que Jésus. Et après, il y a Cléopâtre. Et c'était qui à chaque fois? C'était que des comédiens ou C'était des gens comédiens, connus? des humoristes, Ouais. des humoristes très marrants, tu vois. Et donc, on a fait le Nouvel An au Grand Rex. Ok, trop Donc, bien. t'imagines faire 16 costumes, et c'est costumes de cinéma, hein, pas des déguisements d'Halloween, hein. Ouais. C'est des costumes de cinéma. On a fait faire les costumes, toutes les répétitions, il a fallu louer la salle, il a fallu louer le Grand Rex aussi, et etc. Le T'avais quelle photographe, salle du tout. Grand Rex, c'est quoi? Ah bah la grande salle. Ah, la plus grande, ok. Ah oui, la plus grande, c'était le 31 décembre, c'était pour le Elle fait quoi? réveillon. Elle fait 1008 ou un truc comme ça, C'est non? fou, elle fait 2000, Ah ouais. 2003 ou 4, je crois. Non, mais putain, je suis con. 2004, en fait, moi, tu sais, je sors un film, là, un documentaire, au mois de décembre, et du coup, j'avais toute la liste des salles, et en effet, je m'étais fait la remarque, j'avais vu le prix là, de la salle à 2004, putain, elle est chère, hein. Bah, je l'ai loué. Ok. Ce jour-là, tout était vide. C'était que sur le compte de la société. Parce qu'on a loué cette salle-là pour le. Et après, tu faisais payer les places, peut-être. Mais évidemment. Donc, du coup, tu as pu rentabiliser, quoi. On est arrivé à l'équilibre. Ouais. On n'a pas gagné, je n'ai pas gagné d'argent sur storytelling. J'ai pas gagné un centime. Putain, il faut le refaire, ça, storytelling, c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais c'est tellement engageant d'avoir plein de. Ouais. Je le ferai un jour. Je le referai un jour sous une autre forme. Mais en tout cas, tu pourrais le faire en mode internet, en mode juste sur YouTube, par Ouais, mais exemple. l'énergie que ça prend, tu te Ouais. rends même pas compte. Ah ouais, je me rends pas Tu te compte. rends même, c'est une folie. Mais du coup, voilà comment on fonctionne nous. Donc nous, c'est un cas encore particulier. Ouais, en fait, toi, du coup, t'es peinard parce qu'en plus, tu sais que tes parents, ils vont jamais te carotte. Et en plus, ils Exactement. vont prendre des bonnes décisions pour toi, quoi. Exactement. Ouais, ça, c'est cool. Donc moi, j'ai une chance incroyable. T'as eu pas mal de chats, quand même, hein, j'ai remarqué, hein, dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. Non, je déconne. Ouais, non, c'est vrai. Ah, mais après, il y a du taf aussi, évidemment. Non, mais t'as raison, le facteur chance, il est important dans ce Bah, métier. de ouf. Bon, après, je sais pas si tu connais un peu ce concept. Là, du coup, maintenant, je me suis embarqué là-dedans, il va falloir bien que je l'explique. C'était un peu, en fait, un mec qui s'appelle Naval Ravikant, pardon, et en fait, il parle en fait, des différents degrés de chance. Il y a le degré 1, c'est la chance du débutant. Bon, bah là, en effet, tu as juste de la chatte, quoi. Voilà. Après, il y a la chance s'ouvrir aux audacieux. C'est-à-dire, en fait, bah, ceux que, Tu l'as mine de provoqué. rien, plus tu tentes de trucs, bah, forcément, à un moment donné, tu vas réussir des Bien choses. sûr. Tu sais, par exemple, c'est comme un mec comme Xavier Niel qui dit, mais en fait, moi, du coup, à vos yeux, je suis un mec qui a réussi, mais en fait, c'est juste que moi, j'ai tenté 1000 trucs et j'en ai loupé 900. Donc, vous retenez les 100 trucs que j'ai réussi, mais j'en ai loupé 900, quoi, tu vois. C'est clair. Et après, il y a le dernier concept, c'est ceux qui se construisent une vie de chanceux. C'est que tellement, en fait, tu te construis, par exemple, une bonne image, un gros réseau, que, bah, en fait, la chance, elle arrive à toi naturellement, tu vois. Tu vois, par exemple, ce serait de dire, bah, moi, j'ai tellement de chance, je me suis construit ma chance, bah, vraiment, je suis Leonardo DiCaprio. Bon, bah, en fait, les bons projets avec les bons producteurs, ils arrivent naturellement à moi parce que je me suis construit cette image de chanceux, en fait. C'est vrai. Voilà. C'est intéressant et c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc en fait, on dit, ouais, t'as de la chatte, mais en fait, du coup, souvent, la chatte, elle peut se construire, en fait. Bah, moi, je suis dans la deuxième catégorie. La Tu chance. vois, là, en même temps, je te parle, j'ai mon spectacle sur scène, j'ai Alba et Sadaf, et j'ai d'autres trucs en off dont personne n'est au courant, et ça se trouve, j'ai 3 projets en off qui, ça se trouve, ne se feront jamais. Mais tu vois, au moment où moi je fais ce film, où je l'écris, où je l'envoie à tout le monde, et tout le monde le refuse, bah à ce moment-là, c'est un échec. Bah, de ouf. Et cet échec, aujourd'hui, deviendra peut-être une réussite. Si la pièce de théâtre elle marche, ce sera une réussite. Et peut-être que les producteurs de cinéma se diront « Ouh,
La pièce, elle a marché, on a envie de l'adapter. Bah, en vrai, ce serait un super modèle parce que souvent, ça peut se passer comme ça. C'est possible, mais je le fais pas pour ça en tout Ouais. cas. Mais c'est possible. Mais juste l'aventure qu'on vit là sur scène, c'est incroyable. Et du coup, toi, à quel point, là, tu vas te servir un peu de tes réseaux, de YouTube, de Insta, pour faire la promotion d'une pièce de théâtre comme ça? Et sachant, et une autre question dans la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut remplir des salles salles de théâtre, en fait, juste avec un compte Instagram? Moi, j'ai presque l'impression que la réponse est non, hein, mais est-ce que ça va beaucoup jouer? Bah moi, je dirais la réponse est oui. Ah ouais, toi, Ouais, malheureusement. Le facteur talent, il est de moins en moins important. Ah ouais, à ce point. Ouais. Bah, en fait, c'est ça que je Et c'est vois pas un tous truc le de mec faire. aigri qui dit ça. Hein. Ouais. C'est pas genre c'est rempli, t'as pas de talent. C'est pas ça. C'est que pour une première salve de. En fait, il y a un truc aujourd'hui, c'est que les gens ont de plus en plus envie de s'attacher à une personnalité et pas un propos ou un point de vue. C'est pas ce que tu dis qui compte. C'est pas comment tu le dis qui compte. C'est qui le dit. Ok. Tu vois? Lui, je l'aime bien. Je suis sur les réseaux, je l'aime bien. Il est comme ci, il est comme ça. Il fait un livre de cuisine, je m'y intéresse. Demain, il fait un spectacle, je m'y intéresse. Peut-être Ok. qu'il va se mettre à la chanson. Allons voir. Tu vois? Alors que tu mets un chanteur à côté qui est trop fort. Non, on va aller voir l'autre qu'on aime bien parce qu'on l'aime bien. Il y a une connexion humaine. Ouais. Et ça, que cette connexion, elle se fait encore plus du coup avec les réseaux sociaux. Bah, donc, quelqu'un qui Exactement. joue aux énigmes avec toi tous les soirs, bah, du coup, c'est pour ça que Bah du coup, oui. c'est pas mal aussi pour l'engagement. Oui. Parce que, du coup, il te voit beaucoup plus. Et Mais tout, moi, quoi. t'imagines qu'au moment où je mets ces énigmes, à aucun moment, moi, je pense à ça. Ouais. Parce que l'énergie que ça me prend de créer des énigmes, de compter les points, Il y a vraiment un classement quelque part de ça? En fait, c'est plus simple que ça. J'ai créé une méthodologie pour que ça se fasse, que ça me prenne le moins de temps possible. Mais oui, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un barème. Tu vois, à chaque fois que je donne une énigme, je donne un nombre de points. Si tu trouves l'énigme avant 17h le lendemain, tu as le nombre de points. Ah, avec l'indice, t'as moins de points. Après l'indice, c'est 1 point forcément. Je mets l'indice, c'est 1 point. Donc, tu as de 17h à 19h pour le trouver. À la fin de la semaine, je remets le barème et chacun compte les points qu'il a. D'accord? Et tout le monde m'envoie le nombre de points qu'il a. Si moi, je vois que les 3-4 il y a une majorité de gens qui ont une trentaine de points, tous ceux qui m'envoient entre 0 et 30, je calcule pas. Parce qu'ils auront perdu dans tous les cas. Ok. Après, parmi ceux qui sont entre 30 et 40 points, je regarde rapidement. Les horaires me permettent de vérifier qui me dit la vérité, qui me ment. Si tu mens, je te bannis direct. Tu m'as fait perdre du temps pour rien, je te bloque. Si tu m'as dit la vérité, bah, y a un classement qui se met en place. En gros, les 10 premiers, je les ai. Ok. Il Ça va vite, tu vois. y a des mecs qui sont chauds qui ont. Bah là, hier, il y a un gars, il a eu 40 points sur 40. Putain. Il a deviné toutes les énigmes sans Parce qu'à indice. chaque fois, moi, je trouve ça. Moi, en vrai, franchement, si j'en trouve 1 sur 5, c'est le max. Hein. Mais il y a Je des trouve gens, ça ils ont dur, un hein. esprit qui est fait pour ça aussi. Il y a Ouais. des gens qui raisonnent, qui adorent les mots. Déjà, il faut avoir du vocabulaire pour ce genre de. Ah, parce que de jeu. t'imagines, en effet, tu vois, moi j'avais compris que c'était des pois, j'avais compris qu'ils étaient rouges. En vrai, tu m'aurais pas aidé, j'aurais jamais trouvé les poissons rouges, quoi. Tu vois, Mais est-ce que tu aimes les escape games, par exemple? j'adore les escape games, Ah, mais je putain, dirais c'est pas que marrant. je suis ultra fort non plus, quoi. Mais t'adores. Mais j'aime bien. T'adores les problèmes, J'aime bien, trouver mais les parce que solutions. c'est pas moi qui trouve tout, tu vois. On est en équipe. Je serais tout seul, je pense que je pourrais vite être keblo quelque part à un moment donné, quoi, tu vois. Mais t'aimerais être bloqué et trouver la solution ou pas? Oui, j'aime bien trouver la solution. Si je te pose une énigme, je te dis, il y a une énigme, je suis le matin, je suis le soir, j'ai des ailes, que suis-je? Est-ce que tu me dis, si tu réfléchis 2 minutes, tu trouves pas, tu me dis, vas-y, donne-moi la réponse? Ou tu dis, non, je vais trouver, laisse-moi le temps. Ouais, non, je suis plus, Et je tu vais penses trouver, 2 laisse-moi le jours, temps. 3 jours. Non, par contre, je vais tenir 1 heure et après, au bout d'une heure, je vais, vas-y, donne-moi la réponse. Ok. Et ben, je pense que les élus de ce jeu, c'est ceux qui disent, je vais trouver la réponse moi-même. Ouais, non, je vois ce que Et ils tu le veux mettent dans dire. un coin de leur tête et ils font toutes les combinaisons. Toi, t'as pois et t'as rouge. Tu dis les pois rouges, Oui. pois rouges, voilà. Alors, Non, mais quelqu'un qui en fait, dit, t'as raison. rouges En fait, sont les pois. Rouges sont les pois. Non. Les pois, les pois. Et il tord les mots, il tente des trucs. Pois, altère, désaltère, rouge, altère, désaltère. Ils arrivent à compartimenter et à un moment donné, la réponse, elle jaillit en fait. Ouais. Ah, c'est qu'en fait, moi, je pense que du coup, c'est. J'aime bien les énigmes, mais j'ai pas assez de patience en fait pour justement aller au-delà. Moi, il faut. En vrai, à chaque fois sur tes énigmes, je reste max 3 minutes, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. De prendre 3 minutes de mon temps pour dire eh, qu'est-ce qu'il a voulu dire cet enculé là, putain. Mais c'est ça, tu vois, et plus on avance, moins les gens ont cette patience-là. Ouais. À une époque où on scrolle, où on va vite, où tout doit durer 1 minute. Mais là, il y a un truc qu'on fait. Les gens, ils ont pas pris conscience de ça. Ça me déprime au plus haut point. Sur les vidéos,
on met la chute à l'écrit avant. Ah oui, t'as raison. C'est une dinguerie de faire ça. Parce que du coup, en fait, ça fait que la vidéo après, elle est en boucle. Et du Ça coup, fait les que tu as gens, ils envie de restent. rester pour voir la fin, mais tu as une vidéo où il y a écrit il confond son père et son frère. Ouais. Toi, tu es là, ah ouais, ok. Et la chute, c'est que le mec, il confond vraiment son père et son frère. Et c'est devenu normal. Ouais, Mais tu me spoil. Et ça a été mon gros problème avec mon community manager. Souvent, il mettait un titre, il mettait la chute. Je disais, mais tu viens de me mettre la chute là. Et les gens, ils vont regarder, ils savent déjà ce qui va arriver. Et ils disaient oui, mais c'est pour ça qu'ils vont regarder. Le truc intéressant, tu dois le savoir avant de voir la vidéo. Ouais, sinon, tu cliques pas. Mais c'est terrible. Ouais, C'est terrible. de ouf. Pour quelqu'un comme moi qui aime surprendre, le rire, c'est la surprise. C'est ignoble. Et bah il y a de moins en moins de gens qui seront forts en énigmes. C'est ça. Donc, en fait, tout ça, c'est la faute de YouTube. La faute des algorithmes. Non, c'est l'époque. Ouais. C'est l'époque. qui Non, veut mais c'est ça. Et puis, moi, le premier, en fait, aujourd'hui, tu sais pas un truc, tu sors le téléphone. Alors, avant, on est sur Google. Maintenant, tu vas sur ChatGPT, il te donne la réponse tout de suite. Et ça, que moi, je le fais beaucoup maintenant, par exemple, pour les films, etc., pour l'histoire. C'est quand on est en famille, nous, on adore, tu vois, justement, se poser ce genre de trucs. Et on dit, attends, vas-y, on regarde pas les téléphones, on va retrouver le nom de l'acteur, on va retrouver l'année de ce truc, de ce machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le réflexe qu'on a, c'est tout de suite, on va regarder, quoi. Et donc, du coup, ça fait qu'on a des cerveaux qui vont devenir de plus en plus feignants, en fait. Exactement. C'est un muscle, le cerveau. Hein. Et on arrête de l'utiliser. Donc, du coup, il se ramollit, quoi, tout Ouais, simplement. donc, du coup, allez sur le compte Instagram de Kairon et là, du coup, vous allez faire travailler votre cerveau. Mais je vous jure, hein, des fois, c'est compliqué, quoi. Hein. Bah, moi, je suis très Google. J'ai pas encore le truc ChatGPT. Moi, je vais beaucoup sur Google et je tape les mots-clés sur Google pour retrouver des informations. Je le fais souvent. Parce que moi, justement, si j'ai pas l'info, je pète les plombs. Ouais. Moi, ça va me hanter. Je vais me dire, putain, mais attends, comment il s'appelle ce mec-là? Ah, j'y vais. Mais le fait de pas avoir la réponse tout de suite, le fait de chercher, ça fait progresser, en fait. Quel que soit le domaine. Quand tu cherches quelque chose, tu progresses. Parce que le chemin que tu empruntes pour arriver au résultat, mais carrément. c'est là que ça s'imprime, c'est là que ça devient mémotechnique, c'est là que tu te rappelles de choses, tu ouvres différentes portes, tu te trompes, tu reviens. C'est trop important de réfléchir. Et il y a de moins en moins en tout cas sur les réseaux, il y a peu de choses qui font réfléchir. Non, mais t'as raison. Mais tu vois, et puis regarde, même moi, mea culpa, enfin, t'imagines, des fois, je trouve pas les énigmes. Ça m'est arrivé de faire un screen et de demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me régler cette jamais. énigme de Kairon? Il trouve pas. Jamais. Il a jamais trouvé. Il n'y a aucune intelligence artificielle C'est fou quand même. qui ait réussi à trouver une seule des énigmes. Ouais, c'est fou, hein. Ça ne marche pas. Mais c'est marrant qu'il sache tellement de choses, ça soit tellement utile sur plein de trucs. Et tu vois, un truc tout con de montrer des pois qui sont rouges et c'est les poissons rouges, tu pourras tordre le truc dans tous les sens. Le ChatGPT ne trouvera jamais la réponse. Parce que là on est dans de l'art, en fait. Ouais, mais c'est fou, hein. C'est un jeu de mots. C'est pas une vision terre à terre que tu peux enregistrer. C'est comme l'équivalent, ce serait si ChatGPT arrive à faire ça, ça veut dire que tu peux lui apprendre à être marrant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le sens de l'humour, ça ne s'enseigne pas. Il peut être marrant, non? Tu peux pas lui dire, Tu en peux vrai, l'apprendre. le prompter pour qu'il devienne un peu stand-upper et en fait avoir des. Non, tu peux J'ai jamais essayé, mais. En fait, on va aller au bout de ton idée. Tu peux lui donner 2-3 mots marrants en tête. Ça veut dire que, par exemple, si ChatGPT, il dit mettre la daronne à l'abri. Wow, c'est ChatGPT, il dit mettre la daronne à l'abri, c'est hilarant. Ouais. La vanne, c'est ça. Ouais, mais en vrai, c'est pas drôle. C'est comme si ton oncle, il te dit, il dit wesh, tu vois, il dit un truc de jeune, j'en sais rien, tu vois. C'est surprenant. Donc, tu peux mettre dans la bouche de ChatGPT, quand la personne a dit ça, tu réponds, vas-y frère, la flemme. ChatGPT qui dit, vas-y frère, la flemme. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est hilarant. Mais par contre, il pourra jamais faire inventer une vanne où tu te dis, putain, elle est hilarante cette vanne. N'importe qui l'a fait, c'est marrant. Bon, ils vont forcément y arriver à un moment donné, mais pour l'instant, en tout cas, ils n'y arrivent pas. J'y crois pas du tout. Ouais. Parce que l'humour évolue avec le temps, avec les époques, avec les gens aussi avec qui tu es. Quand tu fais une blague, par exemple, avec tes potes, tu n'emploies pas les mêmes mots que quand tu fais une blague à tes parents ou à tes amis ou au travail, tu vois. Tu n'emploies pas les mêmes mots, tu n'emploies pas la même... Par exemple, regarde, moi, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et je raconte un truc et je dis, ouais, quand je leur ai dit ça, vas-y, ça m'a regardé en bizarre. Mais je dis pas dans ma vie de tous les jours, ça me regarde en bizarre. Mais je sais qu'avec ces gens-là, ce groupe-là, ça passe mieux et je sais que ça leur parle plus de dire ça m'a regardé en bizarre que de leur dire
Et ils m'ont regardé bizarrement. Et avec d'autres gens, j'aurais dit, ils m'ont regardé bizarrement. Et les deux me vont, hein. Les deux langages me vont complètement. C'est pas un vieux qui essaie de faire jeune ou un jeune qui s'adapte à des vieux, tu vois. Je pense que l'humour, c'est réussir à surprendre, mais il faut une passerelle entre l'émetteur et le récepteur. ChatGPT ne peut pas trouver de passerelle. Tu ne peux pas... Si on arrive à rendre ChatGPT marrant, ça veut dire qu'on peut rendre une machine drôle. Et tu ne peux pas rendre les gens drôles. Parce que l'humour, être drôle, c'est réussir à voir des choses que les autres ne voient pas et leur faire remarquer ces choses-là, les faire entrer dans ta tête via cette passerelle pour qu'ils comprennent pourquoi ce verre comme ça, c'est hilarant. Et là, c'est normal. Et c'est en t'expliquant. Tu vois, un sketch, c'est... je vais prendre le kawaii de Danny Boone. On a tous mis des kawaii. Et quand tu mets le kawaii, moi j'ai mis des kawaii toute ma vie en étant petit. On avait un putain de nos kawaii à nous, ils étaient pas cool comme maintenant. Hein. Ouais. C'est pas les kawaii à 500 balles des bobos parisiens. Mais tu vois, le kawaii, oui, quand tu le mettais... et que tu regardais sur le côté. Voilà, bah c'est cette vanne-là. Voilà, c'est ça la vanne de c'est cette Danny vanne-là. Mais cette vanne-là, elle est cultissime. C'est parce que c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas juste vrai. C'est vrai de la... Moi, j'avais pas remarqué. Quand j'étais petit, je me suis jamais fait la vanne. Ouais, tu mets ton kawaii, tu fais ça. Moi, je l'avais peut-être remarqué, mais sans plus. C'était pas une vanne pour moi. Et lui, le fait de faire ça, et tu vas tourner, tu vois le désarroi du gars. Il te met à la place du gars qui veut juste avancer droit et qui est en galère et qui fait ça. Tu vis ce truc-là, ça te le rappelle, et là, tu le trouves drôle. Ouais. Mais ChatGPT, ils peuvent pas trouver une vanne. C'est pas possible. Et ça, moi, une fois, j'avais regardé un documentaire sur l'humour, justement. Je crois que c'était Romain Fraissinet qui parlait de ça et qui dit, mais en fait, tu vois, même un mec comme Romain Fraissinet, moi, que j'adore, que j'aime d'amour, etc. Très drôle. Et qu'en fait, qui paraît ultra nonchalant, tout ça et tout. Mais en fait, on se rend pas compte, en fait, à quel point il y a des milliers d'heures de taf et de techniques derrière. Bien sûr. Pour l'humour. En fait, il expliquait dans le documentaire, il fait, en fait, vous vous rendez pas compte que, bien sûr, il y a des trucs qu'on utilise que limite on pourrait faire une école de l'humour et il y a des trucs que tu peux. Il y a des méthodes, Il y a des méthodes que tu peux réutiliser. Mais après, en fait, c'est tout. C'est l'intonation, le temps de silence qui va tout changer dans une blague. Enfin, il expliquait tout ça. Complètement. Et je sais pas en fait où je vais en venir là-dedans. Il y a presque pas de question dans la question. Non, t'es en train de dire qu'il y a beaucoup de personnel en fait. Ouais. Regarde, tu prends les vannes de Romain Fraissinet. Ouais. Tu les donnes à quelqu'un d'autre. C'est pas drôle. pareil. C'est pas pareil. Ouais. Il y en a certaines qui vont marcher parce qu'il y en a certaines qui sont juste marrantes universellement. Et des fois, c'est juste lui, sa gueule et la Des façon fois, dont il le dit. C'est lui quand il dit le truc, comment il le dit, la posture, quand il laisse les doigts comme ça, quand il regarde là-bas, quand il truc. C'est lui en fait. Donc, dire c'est que lui, ce serait insulter son travail. Ça voudrait dire que son texte n'est pas marrant. C'est pas le cas. Ouais, oui. Il a des vannes qui sont surpuissantes que tu donnes à n'importe qui, n'importe quel humoriste, elles vont marcher. Et il y a des trucs, c'est propre à lui, c'est son flow, sa façon de faire. ChatGPT ne pourra jamais faire ça. Ouais, non, clairement. Bon, bah, c'est bien. A priori, vous êtes l'une des corporations qui devrait normalement garder son travail. Donc ça, c'est quand même en live. Engageant. Mais si les gens continuent le live, c'est ça le truc. Et si les gens ont quand même envie de consommer l'excellence. Parce que, prends aujourd'hui, prends la bouffe. La majorité des gens achètent leurs courses dans les grandes surfaces. Yes. Qui est en réalité le bas de gamme de la bouffe. En réalité, c'est le bas de gamme de la bouffe. Ta viande du boucher, on parle même pas de prix, hein. Ton poisson du poissonnier, tes fruits et légumes du primeur vaudront toujours gustativement et nutritionnellement, en termes de bienfaits pour toi et de goût, seront toujours meilleurs que ce qu'il y a dans les grandes surfaces. Ça, c'est factuel. Yes. Mais pourtant, les gens ont pris l'habitude d'aller en grande surface. Et tu vois comment tu as été surpris ? Quand je dis c'est meilleur, tu as fait parce qu'on a réussi à te mettre dans la tête que c'était pas forcément meilleur. Le sujet de qu'est-ce qui est meilleur est passé. Toi, tu veux ton poulet et c'est à côté des boissons et à côté il y a les chips, et à côté il y a ça, tu prends tout au même endroit et tu te barres. On t'a mis dans la tête que le fait de tout avoir facilement au même endroit, c'était plus important que la qualité en elle-même. On est d'accord ? On est d'accord. Grâce au film, on t'a fait croire que fumer, c'était cool. Parce que les lobbies, les cigarettes, ils payent les productions pour foutre des clopes dans leurs films. Encore maintenant ? Je sais pas, mais ça a été le cas pendant 30 ans. Les dégâts sont incommensurables. Ouais, c'est ça. Tous les James Bond, le gars stylé, il pose sa clope, cognac, truc. Tu l'avais vu à Thank You for Smoking ? Non.
Ah ouais, mec, c'est un film, tu vas trop kiffer. En fait, du coup, c'est un film justement où le mec qui joue le rôle principal, il joue le rôle d'un lobbyiste du tabac. Bah voilà. Et là, en plus, il y a du coup un running gag, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il veut décompresser, il va boire un verre avec le lobbyiste des armes et la lobbyiste de l'alcool. Et en fait, ils se racontent leurs histoires de lobbyistes. Ok. Bon, bref, mais du coup, c'est un très très Donc, bon film. on nous a fait croire que c'était cool de fumer. Moi, dans aucun film, tu m'as vu fumer ou boire de l'alcool. Ouais. C'est pas par conviction religieuse, hein, parce que je veux pas que mes personnages. Moi, je trouve que c'est cool d'être un personnage qui fume pas et qui boit pas d'alcool. Je trouve que c'est ça qui est cool, en fait. Tu vois. Et toi, dans la vie de tous les jours, tu fumes pas Je tu fume bois pas et je bois pas d'alcool non plus. Mais t'es je, trop- je t'es bois- chiant. je bois même pas de soda. Je bois même pas de soda. Je bois que de l'eau plate. Donc, mais pour te dire que donc on nous a, grâce aux publicités, on nous a fait croire que c'était cool d'aller dans les grandes surfaces, au détriment des vrais gens qui ont qui vendent des vrais trucs bons pour le corps et pas forcément plus cher en plus. Donc, un jour, peut-être qu'on nous fera croire aussi que des humoristes créés par ChatGPT, ça suffit. Et qu'on n'a pas besoin d'aller voir l'excellence en prenant sa place pour aller dans un spectacle et voir la personne en live. Peut-être que des spectacles générés via ChatGPT seront acceptables. Ça sera ça en termes de niveau. Le live, ce sera là. Mais la majorité des gens, ça leur suffit dans la vie. Ouais, mais en fait, donc, de toute façon, ça, c'est peut-être une évolution en fait, qui va avec le fait qu'en fait, aujourd'hui, en effet, tu as tout en ligne, tu as tout facilement. Ouais. Tu vois, mais en fait, moi, tu vois, là, j'ai démarré les Harry Potter avec ma fille qui va avoir 10 ans, tu vois. Et ça que je me dis, tu vois, l'autre jour, on a fini le 1 et du coup, on s'enchaîne le 2. Ouais. Et je lui dis, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un truc de ouf quand même. Vous, maintenant, en fait, tu veux un film. Puis en fait, on les regarde même pas dans le même ordre. On fait pause et puis on peut regarder autre chose et puis on y reviendra. Moi, je me rappelle, nous, du plaisir des fois que tu avais à Noël, tu allumais la télé et tu tombais sur le début de Maman, j'ai raté l'avion. Et tu te dis, putain, vas-y, on s'assoit, il faut qu'on se le mate, quoi. Et taisez-vous, parce Ouais. qu'il va. Il... On peut pas faire pause, hein, de Tu toute vas pas façon, faire pause, taisez-vous en fait. ouais. Et en fait, c'est fou qu'en fait, maintenant, voilà, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que moi, je pense qu'il va à un moment donné peut-être vous faire défaut, c'est en fait cette concurrence des plateformes, de YouTube et de tout, en fait, de tout ce qui est du coup disponible à un instant T, et en fait, avec mêlé à la baisse du pouvoir d'achat, avec les gens du coup qui vont beaucoup moins se déplacer en spectacle. Et c'est vrai qu'en plus, vous, c'est le meilleur moyen en plus de distribuer votre art. Puis en plus, c'est le business model principal parce que Ouais. vous gagnez moins d'argent quand les gens ils matent votre spectacle sur Netflix ou sur TF1+, quoi. Ouais, il faut compter sur l'intelligence des gens et leur envie d'authenticité en fait. Ouais. Tu peux rien faire. C'est ce Parce qui que moi, fait j'ai que... pas les stats de ça. Est-ce que les chiffres ils baissent de ça? Est-ce que les gens ils se déplacent de Oui, moins en moins. moins Oui, moins. au ciné, Oui, au moins, spectacle et tout Oui, oui, moins. Tout moins. Mais genre, chaque année, c'est moins? Ou ça fait des trucs un peu comme ça? J'ai pas tous les Ouais. chiffres, mais franchement, entre le pouvoir d'achat, les galères, franchement, les gens ils sont trop en galère. Ouais. Le gouvernement il fait trop mal aux Français depuis trop d'années. Moi, je vois le pouvoir d'achat qui baisse. Je le vois dans les salles. Il y a moins de gens. Il y a vraiment moins de gens. Tu vois, même si mon spectacle il marche bien, etc., j'ai vraiment de la chance. Si je voulais faire des longues séries comme je faisais, si je voulais faire 14 cirques d'hiver, là, je les remplirais pas. Là, tu sens que ce serait beaucoup plus compliqué qu'il y a 3-4 ans, quoi. Ah non, là, je les remplirais pas. Ok. Je ferais moins. Quand il y a quelques années, je fais les 14 à la suite, c'est sold out, sans réduction, tu vois, c'est plein tarif. Et est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'humoristes sur Il y le a marché tout. qu'avant? Il y a plus d'humoristes, il y a plus de comédie club, il y a du cinéma, les sources de distraction sont nombreuses et il y a moins d'argent. Donc, quand tu as moins d'argent, tu mets moins d'argent dans le divertissement. Ouais. Tu as été voir un spectacle, avant, peut-être, tu en aurais fait 3 dans l'année. Là, tu vas en faire qu'un. Ouais. Il y a 7 ans, tu en faisais 6 peut-être, tu vois. Il y a trop de sources de diversité. Et puis, même moi, regarde, moi à l'époque, j'avais une carte, avant le Covid, j'allais au cinéma 3 fois par jour. Ah ouais? Entre 1 fois et 3 fois par jour. T'es chaud. Ouais. Mais il fallait que j'apprenne mon métier. Ah ouais. Ne crois rien, j'ai jamais rien réalisé. Moi, jamais. j'avoue, quand j'avais l'abonnement, j'allais 2 fois au ciné par semaine, mais j'avais l'impression d'être un énorme consommateur. Et déjà, maintenant, quoi. tu y vas quand? Maintenant, en vrai, on a arrêté d'aller au ciné quand ma fille est née, parce qu'en fait, c'était trop une orga, quoi. Ouais. En fait, tu dois payer la babysitter, plus Voilà. le machin, le truc. Et puis, Donc, en vrai, je suis dégoûté, ça, qu'on va plus au cinéma, quoi. Ouais, mais en même temps, tu as forcément des trucs chez toi, un Netflix, un Amazon, Ah, mais un du truc. coup, par contre, je mate toujours autant de films. Moi, je dois mater Voilà. 4-5 nouveaux films par semaine, tu vois, parce que j'adore le cinéma. Mais c'est vrai que j'adorais aller au ciné, puis Ouais. de voir des films de merde au ciné. Je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai l'abonnement illimité. Donc, Bah, comme toi, on y est j'étais tout le comme temps, toi. quoi, tu vois. Pareil. Bah, du coup, tu vois, toi aussi, tu vas moins. Ouais. Et en fait, si tout le monde fait ça, il y a Ouais. une baisse, c'est sûr. Ah, c'est ouf. C'est sûr qu'il y a une baisse.
Et on peut rien faire, c'est la vie qui est comme ça. Ouais. Comment vous allez faire? Vous allez finir à la rue, quoi. Alors les autres, je sais pas, mais moi, c'est une question que je me pose régulièrement. J'anticipe toujours ce qui va se passer après. Et une de mes hantises, moi, c'est d'être ringard. C'est que le public ne vienne plus un jour. Ils se disent... Non, mais ça, en plus, c'est... parce que ça, des fois, on peut se dire, les gens, ils disent ça, tu sais, pour se donner une posture. Mais en fait, ça doit être une vraie crainte. Ça doit être une... T'imagines? Ouais. T'es ringard. C'est au-delà de la honte d'être ringard. Parce que quand t'es ringard, tu ne sais pas que t'es ringard. Ouais, parce qu'en général, tu sais pas, voilà. Là, tu te dis, bah, en fait, je les fais plus rire, quoi. Je suis plus à la page, quoi. Je fais plus ce qu'il faut pour... Ouais. Tu fais rire que des gens qui se ressemblent. T'as 40 ans, tu fais rire que des quarantenaires. Ouais. Il n'y a plus de jeunes dans ta salle. T'as des jeunes, toi, dans ta salle? Ouais, j'en ai encore quelques-uns, ouais. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que comme mon spectacle, c'est beaucoup parler avec le public, il a du mal à se ringardiser, en fait. Même les thématiques, c'est que des thématiques intemporelles. La façon de parler, sans le savoir, tu t'adaptes à ton temps, en fait. Ouais, quand même. Tu vois? C'est con, mais par exemple, quand l'expression en mode est sortie, tout le monde disait en mode. Donc sans t'en rendre compte, t'es sur scène. À l'époque de Rof. Par exemple, tu vois, et t'es sur scène et t'es en mode, et même toi, tu vois, alors lui, il est en mode. Et sans faire exprès, tu le rentres dans ton langage. Et puis quand tout le monde arrête de dire une expression, plus personne fait waza, maintenant c'est ridicule. Personne fait allô, allô quoi. Tu vois? Moi, à l'époque de allô, là, je vais te raconter des trucs. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Quand le allô est sorti, sur scène, pendant les quelques semaines qu'on suivit, chaque soir, il fallait que je parle à une fille, que je lui fasse dire un truc un peu bourbier ou elle sait pas trop. Je l'emmène dans un truc alambiqué pour qu'elle puisse pas s'en sortir et je fais allô, allô quoi. Et je faisais ça. Et sur le allô, j'avais des applauses. Ouais, bah oui. Mais en fait, maintenant, il a tellement été galvaudé, resserré. Mais ça a duré 2 mois. Ouais. Mais donc, chaque mois, il y a un nouveau allô, allô quoi, tu vois. Ouais. Et il faut être dans l'air du temps. Enfin, c'est pas il faut, mais moi, j'aime bien savoir ce qui... C'est ma hantise d'être ringard et puis ça m'intéresse de voir un peu ce qui se passe. Tu vois, par exemple, sur Twitter, les nouvelles expressions me tuent de rire. Et c'est intéressant. Là, par exemple, j'ai vu une vidéo très gênante d'une meuf il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire son nom, qui voulait faire jeune. C'est une quarantenaire. Elle voulait faire jeune. Une actrice? Non, je ne peux pas dire ce qu'elle fait. C'est archi gênant. Et on me l'a envoyé. Et en story... C'était un truc où ses followers lui écrivaient et tout. Attends, elle leur dit mais vous êtes vraiment les fous du bus que vous pensez être, hein. Vous êtes vraiment les fous du bus que vous pensez être, hein. Je la comprends pas. En fait, elle a mixé 2 trucs, je t'explique. Sur Twitter, il y a l'expression le fou du bus qui a commencé à sortir. En gros, quand tu dis le fou du bus, ça parle à tout le monde. Ouais, on voit qui tu vois, c'est le kawaii, ça parle à tout le monde. Ouais. Oui, on a tous vu un fou dans le bus, mais on n'a jamais pensé à le nommer le fou du bus. Donc la première personne qui trouve ce surnom, c'est jackpot, c'est hilarant, le fou du bus. Il y a une autre expression sur Twitter, pareil, qui a été popularisée via Twitter, qui reste un réseau jeune, quoi qu'on en dise, parce que l'expression part trop vite là-bas. C'est le meilleur et le pire réseau en même temps. Ouais. J'adore Twitter, moi. Je suis pas du tout sur Twitter. J'adore Twitter. C'est le meilleur et le pire réseau. Genre, t'as un compte et tu postes beaucoup? Non, je poste pas du tout. J'ai un compte. Oui, tu regardes. Je dois avoir 90 000 abonnés, tu vois, mais ça sert à rien. Mais je ne poste rien. Ah, tu postes que dalle? Non, franchement, non. C'est pas mon. J'ai rien à dire. Non, très peu. Mais je regarde beaucoup. C'est intéressant, je trouve. Sociologiquement, c'est très intéressant. Waouh. Très intéressant sociologiquement. Et donc, il y a une autre expression. C'est, par exemple... lui, c'est vraiment un adjectif qu'il pense être. D'accord? Ça veut dire, en gros, c'est pour dire, je sais pas, toi, t'es vraiment le débile que tu penses être. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire ou pas. C'est une autre formulation. Mais donc, ça veut dire que du coup, tu l'es pas, en fait. C'est-à-dire que tu l'es. Toi, lui, c'est vraiment le roi qu'il pense être. C'est-à-dire que lui, il pense être dans sa tête, il pense être un roi. C'est une façon de valider quelqu'un. Ah oui, donc c'est une validation. C'est une validation. Lui, c'est vraiment le nanan qui pense être. Après, tu peux l'adapter avec toutes les situations. Okay. Et cette meuf-là, cette quarantenaire, elle a mixé les 2 expressions. Lui, c'est vraiment le fou du bus qu'il pense être. Ce que je te dis avec certitude, c'est que l'expression le fou du bus, elle ne l'avait jamais utilisée avant la semaine où ça a pété sur Twitter. Et l'expression nanana, il pense être, elle l'avait jamais non plus utilisée. Tu vois? Et c'est un mix pour dire je suis hype, je suis encore là, j'existe, regardez-moi. Tu vois? Et ça, c'est phobique de vouloir absolument parler comme les jeunes, ne pas dire des mots normaux parce que tu veux parler aux jeunes, tu vois?
Et il faut pas tomber là-dedans non plus. Donc, faut pas être sur scène et faire le mytho, sortir des phrases que tu sortirais pas pour être validé par les petits. Et en même temps, de l'autre côté, tu vas pas essayer de te rendre intelligent et employer des mots très complexes pour dire j'ai un phrasé. Il faut être soi-même en fait. Et comme moi, je suis moi-même sur scène et que le public est eux-mêmes, j'ai l'impression que mon spectacle met vraiment du temps à se ringardiser. La preuve, c'est toujours pas le cas. En 11 ans, il aurait pu. Parce qu'en même temps, j'adapte. Je dis un truc un soir, ça marche moins bien qu'avant, j'essaie de comprendre pourquoi. Et je change un truc et je le remets au goût du jour en fait. Moi, il est là mon travail plus que travail d'écriture sur. Et du coup, par exemple, quand tu fais un spectacle, parce que je suppose qu'en fait, pratiquement en fait, à chaque spectacle, tu as des nouvelles vannes qui rentrent dans le truc. Exactement. Et vraiment, parce que tu vois, moi, je suis un mec, si je ne note pas les choses, je les ai oubliées, mais dans les. Peut-être dans les 5 minutes, mais franchement, dans les 10-15 minutes. Ok. Donc, toi, comment tu fais quand tu dis, après un spectacle, je sais pas, tu fais une sorte de débrief, tu dis, avec toi-même peut-être, tu te dis, putain, cette blague sur les gobelets, elle était vraiment gaulerie. Je vais quand même la noter en fait quelque part. Alors la chance que j'ai, c'est pas une chance, je le paye. C'est mon vidéaste qui me filme chaque spectacle pour ne rien rater en termes d'impro. Tu sais chaque spectacle est filmé. Chaque spectacle. Tu sais qu'il y a des soirs où on extrait 40 secondes. Ça veut dire que j'ai pas fait beaucoup d'impro, donc les textes on va pas les mettre sur YouTube. Et les quelques impros que j'ai fait, elles sont pas vraiment utilisables, soit parce qu'elles sont vraiment liées à un contexte particulier, soit parce qu'au contraire, c'est des missiles et que je les remets et je les mets dans mon stock. Donc c'est ça, en fait, ce que tu vas mettre dans ton stock, tu vas pas le mettre sur YouTube. Non. Ok. Non. Ah oui, tu te rends compte, j'ai mis 60 heures de spectacle sur YouTube, gratuitement, et je continue à jouer le spectacle. Ouais. C'est donc, à un moment donné, j'ai plus que 60, tu vois. Et donc, à la fin, je lui dis, putain, et lui connaît mon spectacle, il connaît mes heures par cœur, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, quand on a commencé à bosser ensemble, il me faisait des montages et dedans, il mettait des vannes qui n'étaient pas des impros. Et je disais, mais ça, on va pas le donner, c'est pas une impro, ça. Oh putain, je croyais que c'était une impro. Ouais. Et lui, le premier, donc, il a mis du temps à apprendre tout mon stock. Mais aujourd'hui, il connaît mon stock par cœur. Mais lui, heureusement que tu fais pas le même tous les soirs, sinon il n'en pourrait plus. Hein. Ouais, bah on en parlait il y a 2 jours. Tu paierais pas un mec pour te filmer tous les soirs si c'était le même. Oui. Mais on en a parlé il y a quelques jours. Je lui ai dit, toi, ça te saoule pas les spectacles? Il me dit, frérot, c'est jamais pareil. Ouais. Ça change tout le temps. Et du coup, lui, c'est ma première ligne. Donc, c'est Gabin que je salue, que j'embrasse fort. Gabin, c'est mon double en termes de connaissances. Moi, à la fin du spectacle, j'ai oublié. Et je lui dis, Gabin, il y avait pas une vanne de fou là sur les gobelets? Et il me dit, soit il me dit, ah, oui, celle-là, on la note direct. Donc il y a quand même quelque part où c'est noté quand même. Ouais, bien sûr. Ah ouais, ok. Soit il me la montre une fois qu'elle est filmée et je la prends par cœur comment je l'ai dite filmée. Parce que des fois, en fait, c'est ça, c'est que tu improvises un truc et là, tu as eu le flow. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la même vanne, si tu la dis pas avec la même intonation, avec les mêmes silences ou avec le même truc, des fois, ça va pas du tout être la même. Mais parfois, tu peux la dire de la même façon, le même truc, mais c'est pas la même soirée. Ouais. Ça marche pas. Des fois, ça fonctionne pas, ouais. Mais oui. Mais c'est ça la magie de la scène, en fait. Et surtout, la magie d'un spectacle en interaction, c'est que on peut pas revivre 2 fois cette soirée. C'est impossible. Parce que ce soir-là, j'ai dit une dinguerie et vous avez éclaté de rire. Mais peut-être que s'il n'y a pas les 2 meufs au premier rang qui rigolent super fort et qui sont trop gentilles depuis le début et qui boostent la salle, le rire emporte le rire. Exactement. Peut-être que ça rigole moins et que c'est brusque. Ouais. Ok. Ça va être, du coup, moi, je vais être brusque aussi. C'est qu'en fait, je viens de me rendre compte que je vais en fait arriver à la fin du coup de ma location de studio. Mais de toute façon, je pense c'est combien l'heure? Quoi? C'est combien l'heure? Franchement, ils sont pas très chers, Podspace. Je crois que, alors, mais moi, je vais peut-être pas le dire parce que je crois que j'ai un tarif spécial. Et tu sais, ça veut dire que t'es vraiment une grosse pince parce que pour quelques euros là, on aurait pu continuer, t'aurais pu avoir plus de contenu. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, après, ils ont quelqu'un d'autre. C'est qui après? Je sais pas. On va peut-être leur demander. Vas-y. C'est quelqu'un qui va passer par les toilettes. J'espère que... J'ai jusqu'à quelle heure? C'est fermé après. Ah, c'est fermé. En fait, c'est juste que les gens, en fait, apparemment, ont des heures où après ils sont pas payés et du coup ils veulent pas travailler. Je comprends, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Nous qui sommes de gauche, on comprend, tu vois. Enfin, moi, je suis radical. Ouais. Je suis pas de gauche, moi. Ouais. Je suis très radical. Très radical, très à droite. Je crois qu'il y avait un parti qui s'appelait comme ça, le Parti radical de gauche, non? Ça n'existait pas ça? Ça me dit un truc. Mais tu sais, moi, la politique, j'ai une vision très, très pessimiste de la politique. Je me suis arrêté à Jacques Chirac, donc tu vois, du coup, pareil. Tu sais, on demande souvent aux gens qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président? Tu sais, on demande toujours. Moi, mon premier truc, je fais en sorte que ça ne puisse plus être un métier d'être politicien. J'enlève ça en termes de métier. Ouais. Tu dois trouver un vrai métier et de temps en temps, tu viens rendre des services. Moi, c'est ça. Moi, j'ai une réponse qui est un peu différente. C'est que je dis, en fait, de toute façon, en fait, on va arrêter d'en parler parce que de toute façon, en fait, plus personne.
fait, ne fait confiance dans la politique. Même les politiques, je sais même pas s'ils y croient eux-mêmes. Puis Non. de toute façon, maintenant, en fait, on est dans un truc où, avant, quand même, il y avait beaucoup de gens en politique qui perdaient. Il y avait des gens qui gagnaient. En fait, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde perd. Donc, en fait, comme tout le monde perd, personne n'est content et tout le monde fout encore plus le bordel. Et maintenant, pour moi, je dis, en fait, la politique, c'est juste, on doit tous le faire à notre niveau. La politique, c'est de créer du contenu, de le mettre sur Internet pour que les gens, ils apprennent quelque chose. La politique, c'est de créer des choses. La politique, c'est d'embaucher des gens. La politique, c'est de mettre du papier toilette aux toilettes. Tu vois, c'est Je te raconte une des choses comme anecdote. ça. Vas-y. J'ai quelqu'un qui connaît le prof d'une grande école où a été une politicienne très connue. Je ne vais pas dire son nom, d'accord? Elisabeth Guigou. Je ne dirai pas son nom. Mais elle est très connue de gauche. Ok. Et elle a été très loin, Elle aime bien les vélos. je dirais pas. Elle Non, a on dira été pas. très loin en politique. Très, très loin en politique. C'est une femme de gauche. Et bah, ce prof lui a dit que cette femme-là était totalement de droite. Et dit, mais comment elle s'est retrouvée? En fait, au moment de prendre sa carte d'adhérent dans un parti, elle a fait un calcul. Et à droite, il y avait déjà Édith Cresson, je ne sais plus qui, enfin, je vais dire des noms. Il y avait, je Ah ouais, connais tu pas le parles nom. de gens d'il y a longtemps, là. Parce qu'Edith Cresson, elle a été Premier ministre, je crois, au début des années 90. Oui, mais pour une vie de politicien, c'est pas très longtemps. Ok, non. Bon, on s'en fout, Édith Cresson, Ouais, enlève. Mais tu veux, il y avait 3, 4, 5 femmes de droite vraiment identifiées, Ouais, alors qu'à gauche, il n'y en avait pas. ok. Ou pas autant. Donc, elle a choisi le parti pour pouvoir faire carrière, plus que le parti des idées. Ouais, oui, c'est pour ça. Mais ça, c'est une folie, ça. Ouais. Et elle a été très, très loin en politique. Et tout ça pour te dire que le fait que la politique puisse être une carrière, c'est ça la corruption, ça commence là. C'est ça les intérêts qui passent avant les principes. C'est ça les détournements de fonds. C'est ça le fait de ne pas penser au peuple parce que tu ne leur rends jamais de compte. Tu restes dans ton microcosme. Bah oui. Alors que si tu es dans la vraie vie, que tu dois bosser en politique quelques années et ensuite tu dois retourner dans ton monde, tu as Un des peu comptes comme à un rendre. service militaire. Mais complètement, On appellerait ça un comme ils service faisaient les politique. Grecs. C'est le hasard. Moi, si c'est moi qui décide, le gouvernement français, c'est le hasard. Ouais, bah du coup, donc, si c'est le hasard, tu peux te retrouver avec des Pierre Branque aussi. Hein. Je pense pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que même dans le hasard, tu fais des choix quand même. Ça veut dire que pour moi, un gouvernement idéal, c'est pas une personne qui décide. Ils sont 30. Ils doivent voter à la majorité. Et dans les 30, tu as un biologiste, tu as un avocat, tu as un professeur des écoles, tu as un agriculteur, tu as un policier, tu as un pompier, tu as un comédien, tu as un ambulancier. Et ces gens-là, ils sont tirés au hasard, mais parmi des gens qui ont des casiers judiciaires vierges, qui ont un certain taux d'ancienneté, qui sont validés par les gens autour d'eux. Il y a un casting quand même, c'est pas le hasard, Ouais, tu ouais. vois. Mais c'est le hasard. Ces 30 personnes, elles viennent, elles dirigent le pays avec des conseillers techniques qui leur expliquent exactement comment ça va se passer, etc. Mais la différence avec les politiciens et ces 30 personnes, c'est que ces 30 personnes, après 5 ans, elles retournent dans leur vraie vie. Et elles doivent rendre des comptes aux gens. Et que tu sais que si tu vas là-bas et tu ne représentes pas les agriculteurs, et que tu fais un truc contre les agriculteurs, il y a une suite après. Tu risques de te faire fister à l'anniversaire de Jean-Paul, quoi. C'est juste un service rendu pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, tu es payé le même salaire que ce que tu gagnes dans la vraie vie. L'avocat, il gagne ce qu'il gagne. L'agriculteur, il gagne ce qu'il gagne aussi. C'est nous qui payons pour eux. Et je te jure que tu vas voir les bonnes décisions qu'ils vont prendre. Ah, mais mec, ça a le mérite d'être une idée, hein, parce que moi, à la limite, j'ai pas d'idée. Et moi, en fait, j'avoue, en fait, je pense que moi, j'ai pas une bonne posture. Donc, je vais pas dire ce que je fais, ce que je suis. Je pense pas que les gens, ils doivent couper sur moi, mais moi, je suis devenu d'un cynisme. C'est que limite, moi, quand je te dis que je suis resté keblo à Jacques Chirac, presque. Tu vois, là, quand il y a eu tous les trucs là sont tombés dans la presse, là, le cornu, il a fait un jour et tout. Moi, j'étais même pas au courant de qui c'était ce gars-là. Tu vois, tellement, en fait, comme je sais que de toute façon, ils font rien t'as pour fait moi. un rejet. Mais alors que quand j'étais petit, j'étais passionné de Mais politique. je suis comme toi. Tu sais pareil. que moi, en 1995, dans mon petit village du Nord-Est, ma mère était secrétaire de mairie. J'ai 7 ans. Je me rappelle encore du dépouillement. C'est dépouillé. J'en faisais pas. Alors, t'imagines, en 95, dans mon village, c'était comme Jean-Marie Le Pen qui avait battu Jacques Chirac. Ou pareil, moi, j'étais habitué de vivre dans un environnement où Le Pen, c'était genre, je vis dans un village où il y avait quand même un rebeu et qui disait, oh, bah, moi, j'aime pas les Arabes. Bon, mais lui, ça va parce que c'en est un bon. Tu vois, enfin, c'était ce genre de phrase Ouais, quoi, ouais. dans les villages.
Mais bref, mais du coup, je m'intéressais grave. Tu vois, quand j'allais au travail de ma mère, Oui, ils t'ont dégoûté. il y avait le truc, tu sais, avec le Premier ministre, avec tout le gouvernement. Tu vois, je peux te refaire tout le gouvernement de 95 à 97. Je suis incapable de te donner un nom du gouvernement actuel, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, bref, parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y croire. Enfin, j'ai arrêté même de m'intéresser parce que j'ai arrêté de caresser l'espoir. Tu vois, enfin, après, on pourrait partir dans des débats trop larges, mais en fait, quand j'étais plus petit, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir dans tout. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle de quand Yasser Arafat, il a j'allais dire la Légion d'honneur, le prix Nobel de la paix. Je me disais, putain, c'est cool, un jour dans ma vie, c'est peut-être lointain, mais il y aura la paix là-bas, tu vois. Tu vois, par exemple, maintenant, aujourd'hui, j'ai 37 ans, je sais que moi, je vais mourir il y a un jour et ce sera jamais résolu. Tout comme je sais que quand je vais mourir, ça n'aura été jamais résolu. Le fait qu'on ait des bons politiciens, que les gens soient contents ou quoi. C'est la Je politique. suis devenu qu'il un faut peu changer. cynique en fait, tu vois. Et donc du coup, Non, mais c'est normal quand je tu me quand tu remets sais un peu du comment coup ça sur mon fonctionne. cercle proche. Et en fait, il n'y a plus que ça qui m'intéresse et c'est ça ma politique à Mais moi. quoi, tu vois. comment ça fonctionne? Il faut juste. C'est très bête. Il faut de l'argent pour faire une campagne. Les gens mangent ce qu'ils connaissent. Donc les publicités te donnent envie de manger tel produit. Les agriculteurs, les maraîchers, les bouchers, ils font pas de publicité. Ouais. Mais par contre, une grosse enseigne qui paye des millions pour arriver pendant le match de foot ou pendant ton film et te mettre dans la tête que c'est cette marque-là qu'il te faut, eux, ils ont le budget. Donc, quand tu vas au magasin, tu vas acheter cette marque-là parce que tu la connais, il y a une connexion avec. Ah oui. D'accord? Donc, et c'est pareil pour... attends, wow, j'ai perdu le fil, je suis un fou. On disait quoi juste avant? On a parlé des politiques et t'es retourné sur Carrefour et Auchan. Je suis un malade. Mais mon en plus, je cerveau- me disais, bah attends, peut-être que je vais voir. Peut-être qu'en fait, Non, mais il y a un lien, peut-être que c'est- c'est une allégorie. En c'est fait, la connectique. En fait, Carrefour, c'est Nicolas Non, mais Sarkozy. je suis un fou. Mais il y a un lien. Mais j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, c'est catastrophique. C'est que tu achètes ce que tu connais. Attends, je te jure, ça part de là. Non, c'est pas possible. En fait, je parlais Je du coup refuse. en fait, de l'argent et du financement des campagnes. C'est ça. Ouf, merci. Waouh. Tu achètes pour ce que tu connais. Aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir des voix si tu n'es pas connu. Ouais. Si on ne te voit pas partout à la télé, si tu n'as pas d'argent pour faire des campagnes, des gros meetings pour aller voir les gens, ça coûte tellement d'oseille, ça. C'est pas aussi des grosses vidéos TikTok. Donc, qui a intérêt à donner de l'oseille pour que des politiciens fassent ça? C'est pas... Bah, du coup. Qui a assez d'argent pour ça? C'est pas nous. Ah non. Moi, je finance aucune campagne. Les seuls qui ont des intérêts à faire ça, ce sont des groupes financiers pour qui il y aura des répercussions positives si tel candidat y passe. Ouais. Donc, eux, ils financent les campagnes de leurs candidats. Les candidats, ils gagnent. Et quand ils gagnent, bah, ils les mettent bien. Sauf que eux, leurs intérêts, ils divergent avec les nôtres. Bah oui. Donc, il n'y a pas de politiciens qui roulent pour le peuple. C'est pour ça que du coup. C'est pour ça que du coup, tu te désintéresses de ça, parce que tu sais que le jeu, il est pipé. Ah oui. Mais la politique, c'est fascinant. Les Ah, de politiciens, c'est catastrophique. Donc, le jour où on arrivera à changer la façon de faire, les règles du jeu, ce sera incroyable. Il y a un tel bourbier en fait, mais en fait, ça me paraît du coup, j'allais dire allégorique, c'est pas le mot. Utopiste. Utopiste. C'était un beau mot aussi, Peut-être, allégorique. Ouais. peut-être. Sûrement même. Oui, sûrement. Ah, c'est dommage, on finit sur, on finit sur une note négative. Finissons sur une Tire note. mon doigt. Allez, encore. Allez, vas-y. Non, mais bon, bref, écoute, de toute façon, dans tous les cas, encore une fois, la politique, c'est de créer des entreprises, c'est de créer des œuvres artistiques, c'est d'aller voir les artistes, à c'est de l'échelle locale. soutenir vos potes qui montent des boîtes. C'est faites de la politique à votre niveau local et même au niveau familial, amical. Faites déjà en fait de la politique dans votre rue, dans votre quartier, et C'est juste c'est peut-être le meilleur, Ce que tu meilleur appelles moyen de politique, bien le en faire. fait, Quoi. c'est juste ayez des principes, en fait. C'est ça que Ouais. tu es en train de dire. Et tenez-vous à vos principes. Ayez un peu de race, voilà. Ça serait, voilà, là, c'est une note plutôt plus positive. Ayez un peu de race, contrairement à ces sales races, voilà. C'est ça. Bon, Kairon, où est-ce qu'on te suit? On a compris un peu, du coup, déjà sur YouTube, sur Insta, les Ouais, énigmes, et hyper puis- importants. Et puis, je suis à l'Apollo, là, jusqu'à mars, en spectacle et avec Alba et Sadaf. C'est-à-dire qu'en fait, tu as loué l'Apollo et donc tu as et ton spectacle Ouais. et la pièce de théâtre, tu as les deux. Exactement. Et là, tu vas pas être à l'européen, du coup. Oh, ça fait des années que je suis pas à l'européen, là. Ah, mais en fait, Ça y est, j'ai battu le record. Ça et y est. tu sais qu'en fait, moi, pour moi, t'étais the mec de l'européen. J'ai Donc à joué chaque fois, 1007 fois. Tu à chaque fois que m'étonnes. quelqu'un me disait, j'ai vu Kairon, je disais, ah, à l'européen. Mais on est d'accord, l'européen, c'est cette salle qui est pas loin de la place Clichy. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, je me rappelle très bien. Ah, j'ai beaucoup joué là-bas. J'ai beaucoup joué. Et puis après, t'allais. Ah oui, moi j'allais au ciné là-bas. Tu vois, il y a le cinéma des arts et Pâté, d'essai non là. Et à côté, il y a le pâté, Le quoi. pâté, ouais. Et même l'autre jour, dis-toi, on va finir sur cette anecdote. Parce que c'est peut-être aussi pour ça que les gens, ils vont plus au ciné.
Anniversaire de ma cousine, je me mets une énorme race à Paris. Je dors tout seul dans l'appart d'un pote et je me réveille et j'ai une journée à tuer à Paris. Donc, je commence par aller au McDo qui est à La Fourche, tu vois. Et là, je me dis, bah, je suis à La Fourche. Je vais me faire un ciné maintenant, juste à continuer à la place Clichy. Et je vais voir, c'est quoi le film là, de Cap et d'épée là, avec François Civil, où il joue D'Artagnan. Les Trois Mousquetaires. Et putain, je vais au cinéma, au Pâté Gaumont là. Et putain, il me dit 14 balles. Et je lui dis, mais moi, je veux pas voir un film en 3D ou quoi, je veux juste voir un film. Et il me dit 14 euros. Et tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas été au ciné. Et je dis, putain, mais du coup, une famille, elle fait comment quoi? Très dur. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, c'est pour ça que je connais très bien ce quartier. Et donc, du coup, c'est le même quartier où il y a l'Européen. Mais j'y suis pas. Tu as décrit un quartier où je vais absolument pas mais jouer. c'est un quartier que j'aime bien, c'est c'est sympa, pour ça. Mais c'est décrit République, décrit le quartier de République maintenant. Bah, là, je connais moins ce quartier. Parce que c'est là où est l'Apollo. Ok. Non, bah, du coup, je connais moins. Mais donc, du coup, à l'Apollo, donc il y a ton spectacle plus la pièce de théâtre qui Dragon s'appelle et Alba et Sadaf. Alba et Sadaf. Et bah, sinon, en tout cas, merci beaucoup, Kairon. Merci parce à que toi. franchement, on a passé un bon moment. On a passé un peu plus d'1h30. Donc, on va être sur un bon épisode. Merci. Je vais remercier Podspace qui nous a accueillis. Toujours bien accueillis. Bon, même s'il n'y a pas de PQ, on est quand même bien accueillis chez Podspace. Je vais remercier les gens qui ont écouté jusqu'au bout. Ils peuvent s'abonner, ils peuvent liker, commenter. Si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles, ça fait plaisir pour le référencement. Et sinon, bah, je vous embrasse. Merci beaucoup encore, Kairon. Et Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt sur La Chapelle Radio.